So, Herr Minister, die Damen und Herren, herzlich willkommen für den nächsten Kolloque unter dem Thema Kant an der Médiation. Mesdames et messieurs, ça c'était votre petit cours de luxembourgeois en introduction de ce premier colloque, l'enfant dans la médiation, ici dans le forum Geseknäpchen. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous écoutent et regardent via YouTube, et on espère évidemment aussi que vous participiez activement, comme ici dans la salle, avec la table ronde qui va suivre et pour poser vos questions qui brûlent pour avoir une réponse des experts qui vont venir sur scène dans un instant. Avant cela, quelques mots de bienvenue par les organisateurs, à commencer par le médiateur scolaire que je vous demande d'applaudir pour l'organisation, Lise Despina. Merci. 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 Chers participants, chers intervenants de la table ronde, chers collègues, Monsieur le Ministre, merci à tous de votre présence, à ceux et celles qui étaient déjà là ce matin, ainsi qu'à ceux et celles qui nous rejoignent cet après-midi. Au cours de ces 3 années d'existence, le service de médiation scolaire a observé à maintes reprises des difficultés rencontrées par des professionnels, surtout lorsqu'il s'agissait d'accueillir la parole de l'enfant. Nous avons donc souhaité créer l'opportunité pour les acteurs des divers secteurs concernés de se réunir autour de la question de la place à donner à l'enfant, notamment en médiation. Se réunir aujourd'hui ici, oui, mais aussi initier un travail en réseau plus régulier. Les professionnels qui côtoient au quotidien les enfants et les jeunes dans le cadre scolaire comme extrascolaire sont souvent désarmés lorsqu'apparaît une situation conflictuelle. Assez peu outillés par leur formation initiale, ils adoptent parfois une attitude défensive. Or, dans notre domaine d'intervention particulier, nous avons tous à cœur de mener chaque enfant à bon port. Nous empruntons juste des routes ou des chemins différents. C'est en coopérant, en allant vers les professionnels des autres métiers, en acceptant ces traits humaines et professionnelles limites que tous nous pouvons ensemble agir en faveur de l'enfant. Une pierre sur son chemin ne doit pas se transformer en un obstacle infranchissable qui marquera sa vie entière. Rappelons-nous toujours que les adultes qui l'entourent peuvent imaginer des solutions qui lui ouvriront les voies de l'avenir auxquelles il a fondamentalement droit. Osons aller les uns vers les autres dans un esprit d'entraide et de complémentarité. C'est cet idéal que la table ronde de cet après-midi et le débat qu'elle va générer se propose d'incarner. À tous, merci d'ores et déjà de vos contributions et je passe la parole à Jan Kaiser de l'ALMA. Merci. Merci chère Lise, merci Camille d'avoir accepté la modération cet après-midi. Bienvenue pour l'après-midi, la suite de notre conférence dans le cadre d'une table ronde. Merci Monsieur le Ministre d'être venu pour donner de l'importance à notre événement de cet après-midi. Je m'adresse là encore une fois aux personnes qui vont nous rejoindre cet après-midi avec juste encore quelques mots sur la Semaine mondiale de la médiation qui est organisée chaque année par l'ALMA, l'association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés, dont je suis le président. Donc mon nom est Jan Kaiser pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi. L'approche de la Semaine mondiale de la médiation, c'est de promouvoir l'idée de la médiation, aussi de promouvoir notre paysage que nous avons ici au Luxembourg. Ça, c'est en même temps aussi les objectifs d'ailleurs que poursuit l'ALMA, notre association au Luxembourg qui regroupe tous les opérateurs en matière de médiation. Et là, entre-temps, je l'avais déjà dit à Monsieur le Ministre, nous avons une certaine richesse aussi avec des spécificités déjà pour chaque domaine. Et il s'agissait cette année de mettre un petit peu l'accent sur 2 opérateurs un petit peu plus récents auxquels nous souhaitons la bienvenue dans le paysage de médiation. Officiellement, Lise, on l'a pas encore fait avec la présentation sur notre logo Smart and Fair. Il faudra encore rajouter le médiateur scolaire, comme il va falloir encore aussi rajouter l'ombudsman, l'OCAJU dans cette liste-là.
Donc c'est notre approche en tant qu'Allemagne. Un grand merci, encore une fois, chère Lise, d'avoir, ce matin j'ai dit avec ton équipe du tonnerre, cette conférence. Ça aide beaucoup aussi à cette promotion qu'on a comme objectif. Et encore une fois, Monsieur le ministre, à vous le merci, accompagné aussi avec l'indication que Claude Meisch, comme il a un budget assez large de différentes occupations dans son ministère, il devra nous quitter juste après le début de la table ronde. Merci d'avoir quand même consacré du temps à nous et cette matière, notre chère matière de la médiation. Je vous souhaite une bonne suite, une bonne après-midi intéressante et je passe la parole alors à Monsieur le ministre pour son mot de point de vue. Merci beaucoup, on peut l'applaudir aussi pour cette co-organisation. Alors, effectivement, il est ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de l'enfance et de la jeunesse et je sais qu'il aime ses enfants, mais aussi tous les enfants et c'est pour ça qu'il porte bien son costume. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Claude Meisch. Mesdames et messieurs, je suis très content d'être parmi vous. Je vous salue tous dans la salle ici au Forum Gese-Knepf, mais également tous ceux qui nous regardent et nous suivent du bureau, de leur domicile ou de n'importe quel endroit. Voilà déjà la 4e fois que le Luxembourg participe à la Semaine mondiale de la médiation et je félicite les organisateurs pour cette journée d'échange. La médiation est l'instrument privilégié lorsqu'on est en présence d'un différend. Il s'agit d'un processus amiable et confidentiel de résolution de conflits qui présente un avantage essentiel. Il permet aux personnes ou aux institutions impliquées de continuer à travailler ensemble là où l'institution judiciaire fige, de par sa nature, définitivement les parties en position d'adversaire. L'école n'est pas épargnée de conflits et de différends, et la médiation est un instrument clé pour approcher ce phénomène. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un service de médiation scolaire au courant de ma première législature en tant que ministre d'Éducation. La première médiatrice scolaire, Madame Lise de Pina, a été nommée en 2018. Depuis sa mise en place, le service de la médiation scolaire a aidé à débloquer une multitude de différends entre les différents acteurs du monde scolaire, en étant notamment à l'écoute de tous les acteurs. Dans certains dossiers, le service émet aussi des recommandations à destination du ministère de l'Éducation. Ceci nous aide à améliorer les instruments en place et à clarifier les procédures. Le travail de Madame de Pina et de toute son équipe est précieux et dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement de l'école, aussi dans l'intérêt du personnel et des élèves. En tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse, je me réjouis particulièrement que les organisateurs aient fait le choix de mettre cette journée sous le thème de l'enfant dans la médiation. Je suis d'avis que ce thème mérite toute notre attention, tout en sachant qu'il n'est pas évident de trouver une réponse à la question « Quel rôle l'enfant pourrait et devrait jouer dans la médiation ?» Je suis persuadé que les intervenants d'aujourd'hui relèveront ce défi. Les enfants doivent connaître leurs droits, ils doivent savoir qu'ils ont leur mot à dire et ils ont aussi certainement une place dans la médiation. Tout différend transporte une énergie négative et les enfants en particulier risquent d'avoir des difficultés à comprendre et à appréhender ces différends. Ce fait devra donc être pris en considération. En tant que ministre, j'ai toujours placé les enfants et les jeunes au centre de mes réflexions et de mes décisions. Stark Kanner, donc des enfants ayant confiance en soi et qui peuvent s'épanouir et développer pleinement leur potentiel, c'est ce qui me pousse chaque jour et ce qui pousse aussi tous les enseignants, les éducateurs, les psychologues, les pédagogues et l'ensemble du personnel qui travaille dans le domaine de l'éducation, que ce soit l'éducation formelle ou non formelle.
le domaine de la médiation ne fait certainement pas exception. Mesdames et messieurs, je vous souhaite des échanges fructueux et un après-midi enrichissant. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, et je peux vous donner la garantie que ce sera une après-midi très enrichissante, déjà au vu de ce qu'on a vécu ce matin. Et je voudrais accueillir sur scène nos participants à cette table ronde, dont une que nous avons pu écouter toute la matinée, et je pense que tout un chacun a pris énormément de notes. Elle est avocate au barreau de Dinan, médiatrice familiale agréée, coordinatrice de conférences familiales. Je vous demande d'accueillir Bimaric. Merci d'être avec nous. Alors, Ladies First aussi, elle est chef du service des droits de l'enfant du ministère de l'Éducation nationale de l'enfance et de la jeunesse, Margriet Krier. Merci beaucoup. Il nous vient aussi tout droit de Bruxelles. Il est directeur de défense des enfants international Belgique et expert indépendant du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Benoît van Kersbiel. Notre ombudsman national für Kanner Jugendlicher, Charles Schmidt. Et last but not least, le coordinateur du centre de médiation SPL, Paul Demaret. Bienvenue à tous. Alors, ladies first, bienvenue à tous tout d'abord. Et Bi, comme diraient nos amis belges, oufti. Quelle matinée bien remplie. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre le matin, de suivre cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez prendre le micro qui est juste à côté de vous. Alors, j'ai retenu plusieurs choses. J'ai fait plein de notes, mais j'ai surtout noté que s'il vous manque l'enfant, il vous manque une partie importante du jeu de cartes. Pour moi, c'était déjà un message très important. Et l'autre, de la vue peut-être du médiateur, qui suis-je, de prendre une position basse, et le terme qui me plaisait le plus, c'était la multipartialité. Peut-être pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, expliquer un petit peu comment vous voyez l'enfant dans la médiation et peut-être aussi le rôle du médiateur. Je ne vais pas reparler pendant 4 heures, mais pour moi, l'enfant en médiation est nécessaire en ce qui fait partie du système et en tout cas dans les médiations que je traite, ou toutes les médiations qui toucheraient à l'enfant, il est concerné par les débats qui vont être mis sur la table. Et là, je laisserai mon collègue belge Benoît s'exprimer par rapport au comité des droits de l'enfant, mais c'est vraiment important qu'on puisse l'aider à avoir un droit effectif de s'exprimer sur des questions qui le concernent. Et deuxième partie dans votre question. Par rapport à la multipartialité, on me posait assez bien la question de la neutralité. Comment est-ce qu'on fait quand on introduit l'enfant? Ça fait une personne en plus qui nous happe dans ses envies et dans ses souhaits. Et c'est un enfant à protéger, donc on pourrait peut-être être pris dans une envie de le surprotéger ou de vraiment faire à sa place ou que pour lui, en oubliant le système. Et là, je dis que moi, neutre, en tout cas, je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs lignes de conduite où je me dis que ce qui est apporté ne m'appartient pas. Et les difficultés ou l'histoire qui est la leur, leur appartient. Ça m'aide à être multipartial. Et donc, moi, je ne me positionne pas, donc je suis neutre, je ne me positionne pas. Par contre, lui pense là où il est assis, telle chose. Margriet, c'est encore un exercice, vous pouvez prendre le micro qui est juste à côté de chez vous. C'est quelque chose, Monsieur le ministre vient de le dire, qui est assez jeune au Luxembourg. Alors, comment est-ce que vous le vivez au quotidien et comment est-ce que vous commencez à avoir des expériences aussi dans cette matière? Oui, merci. Donc, d'abord, oui, moi je suis jeune aussi dans ce métier des droits de l'enfant. J'ai commencé à prendre en charge le service des droits de l'enfant le 1er janvier. Mais j'ai eu des expériences de médiation auparavant, donc peut-être que je changerai des casquettes de temps en temps, vous me le permettez aujourd'hui. Jeune, oui, 30 ans, la convention a 31 ans, je regarde sous la surveillance
de M. Van Kerspilk. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions pendant ces trentaines d'années, mais pour mes constats aussi, je pense que le droit à la parole, le droit d'être entendu, est certainement parmi les droits qui demandent à être soutenus le plus en ce moment, qu'il y a beaucoup qui s'est fait au niveau scolarisation, au niveau santé, au niveau logement, au niveau lutte contre la pauvreté des enfants, donc développement. Mais le droit à la parole, le droit d'être entendu, existe sous forme de projet. Il existe dans certains textes de loi au Luxembourg, notamment auprès de l'Office national de l'enfance, lors de la loi qui a instauré le juge aux affaires familiales, on consacrait ce droit, mais beaucoup reste à faire. Et j'aimerais remercier en tout cas Alma et le service de la médiation scolaire d'avoir ouvert cette parole, d'avoir donc mis l'écran, ou comment dire, de le mettre en valeur, ce droit, par cet après-midi, par cette journée donc consacrée. Il y a l'article 12, donc je reviens à la Convention des droits de l'enfant, l'article 12 qui dispose, qui définit clairement ce droit d'être entendu sur des affaires qui concernent l'enfant, et aussi au niveau de la justice et de la procédure administrative. Donc je viens d'énoncer les ébauches. Beaucoup reste à faire. Si le comité, et je laisserai la parole à M. Van Kerspilk bien sûr, le comité explique un petit peu ce droit, met en garde contre des garde-fous qui l'accompagnent. Donc c'est à ce niveau-là que je voudrais dire qu'il reste beaucoup à faire, et profitons tous ensemble de cet après-midi pour apprendre plus sur ce droit qui, d'une manière générale, renvoie à la notion de la participation. Donc c'est le point où j'en voulais venir. Dès qu'on voit dans quelle mesure ce droit ouvre aussi la chance à la participation en jeunes, et on évoque tout ce contexte de la participation, de dialogue, de construction commune, je trouve que ce droit a toute sa richesse et sa raison d'être, et je m'attends à une discussion riche à ce niveau-là, et voilà. La thématique, elle est très large. On a constaté aussi lors de notre entretien à midi qu'évidemment, on pourrait passer des heures sur chaque thématique individuelle. Alors, Benoît, justement, votre nom, il est déjà tombé plusieurs fois. Évidemment, la nature des conflits ou les interventions doivent être prises en compte. C'est très important déjà de faire ce exercice en quelque sorte. Oui, premièrement, effectivement, comme ça vient d'être rappelé, je pense qu'on assiste ces 30 dernières années à une prise en compte de manière plus importante du point de vue de l'enfant dans toute une série de contextes. Ceux qui sont parents parmi nous vont peut-être se souvenir de ce qui se passait pour leurs grands-parents, et peut-être qu'à cette époque-là, on était peut-être moins enclin, où on accordait moins d'importance au point de vue de l'enfant. Et de plus en plus, je crois qu'il rentre dans les mœurs où l'idée selon laquelle il faut écouter, donner la parole à l'enfant est quelque chose qui apparaît de plus en plus normal dans la société. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est normal qu'on écoute un enfant, c'est un citoyen comme les autres. Et ça doit commencer, je dirais, dans le premier cercle de vie de l'enfant, et très tôt, parce que ceux qui travaillent avec des petits-enfants le savent, l'enfant, même avant qu'il commence à parler, a déjà pas mal de choses à nous dire. Et ça doit se poursuivre. Donc la possibilité de pouvoir entendre l'enfant, lui donner une place en tant que citoyen qui a quelque chose à dire sur sa propre situation et qui est bien placé pour pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Et c'est ce que la Convention des droits de l'enfant nous invite à faire. Donc cet article 12 dit « L'enfant doit pouvoir être entendu dans toutes les questions qui les concernent ». Et il est complété par « et son point de vue doit être pris en compte en tenant compte de son âge et de sa maturité ». Et ça, je pense que ce sont deux éléments qui sont importants. Il doit être entendu, il n'y a pas de limite d'âge. On ne va pas nous dire à partir de 12 ans, non. Et il faut prendre en compte son point de vue en fonction de son développement et de sa maturité. Ne lui faisons pas porter des choses qui sont beaucoup trop lourdes pour ses épaules. Donc cette notion-là me paraît vraiment importante. Et si on fait le lien avec la médiation, je suis parfaitement d'accord avec ce que Bi a présenté. L'enfant,
s'il subit les conséquences, s'il est concerné par l'objet et la discussion de la médiation, il doit avoir la possibilité d'être entendu. On doit aussi le préserver de tout ce qui est manipulation, utilisation ou instrumentalisation, bien entendu, dans ce cadre, d'où l'importance de la formation des acteurs de la médiation, mais il faut vraiment lui donner une place. Et alors, je terminerai parce qu'effectivement, j'entends que les législations doivent évoluer, oui, bien entendu, mais je rappellerai quand même que dans la hiérarchie des normes, la Convention des droits de l'enfant est un traité international. Le Grand-Duché de Luxembourg, comme tous les pays du monde, sauf les États-Unis, ont ratifié la Convention des droits de l'enfant et se sont engagés à respecter cette norme internationale. Et donc cette norme a primauté sur le droit national. Et si le droit national n'offre pas d'espace à l'enfant pour être entendu dans les questions qui le concernent, eh bien c'est la norme internationale qui doit s'appliquer. Et on a une base légale déjà suffisante. C'est peut-être mieux encore de le dire dans le droit national, mais on a déjà une base pour commencer à travailler. Charles Schmitt a rigolé un petit peu parce que je pense qu'il doit se dire qu'il faut évidemment légiférer dans ce domaine-là, mais pas pour autant on peut écouter l'enfant, ce que vous faites déjà au quotidien aussi. Oui, donc d'abord je profite de l'occasion pour féliciter les organisateurs pour avoir mis en avant l'importance de la parole de l'enfant et de l'opinion de l'enfant dans les processus de décision qui concernent leur vie. Et donc, je crois qu'il mérite de dire que dans les dernières années, on a fait au Luxembourg de grands efforts dans le domaine de l'éducation formelle, mais également, surtout dans le domaine de l'éducation non formelle, que dès le premier âge, en fait, on essaye, dans le cadre des services d'éducation et d'accueil, donc de faire vivre la participation, que, en fait, la participation soit quelque chose qui se pratique au quotidien. Maintenant, il faut développer cela et il faut l'inscrire dans les différentes lois qui régissent les différentes procédures où, en effet, les décisions sont prises. Et Mme Krier vient de le dire, c'est sur le plan des procédures judiciaires, c'est sur le plan des procédures administratives. Je pense par exemple dans le domaine de l'immigration, tout ce qui est demande de protection internationale, etc. Ça, c'est un des grands domaines où l'OCAJU reçoit beaucoup de saisines individuelles et où ce sont des procédures administratives où la voix de l'enfant, pour l'instant, n'a pas la place et l'importance et le poids qu'il mérite. En fait. Une idée qui... Voilà, on peut, dans le quotidien, on se réfère toujours à la Convention et à l'article 12 pour rappeler à tous ceux qui travaillent avec les enfants et les jeunes qu'ils vraiment se font le travail pour faire le recueil de la parole de l'enfant. Et je crois que là, nous sommes tous, en fait, devant le même... on partage le même défi de se doter des méthodologies adéquates pour vraiment recueillir la parole de l'enfant d'une bonne manière, d'une manière également pour pouvoir vraiment l'utiliser dans le contexte de la prise de décision qui s'ensuivent par après. Et je crois que là, donc, on peut approfondir cette idée de la méthodologie, comment recueillir la voix de l'enfant, dans quel contexte, par qui, etc. Je crois que ça, c'était très bien d'entendre et de faire connaissance de toutes les expériences que Mme Bimarik a fait avec le modèle de Dinan, avec cette réforme que vous avez fait en Belgique il y a 12 ans. Et ce qui est pour nous, c'est une grande source d'inspiration. Et notamment également pour redécouvrir la parole de l'enfant et pour redécouvrir qu'en fait l'enfant est l'expert, le premier expert en ce qui concerne les experts qui devraient se prononcer sur lui. Charles m'a même parlé de l'école. Non, donc c'est pas vraiment un exemple. Je ne sais pas si mon micro il fonctionne. Oui. Bon. Paul, vous étiez aussi médiateur vaccinaire pendant quelques années. Vous avez vécu beaucoup de choses. On parlait d'enfants sans les faire intervenir dans le procès. Alors, il y a différents domaines. Il faut savoir qu'au niveau le centre de médiation qui a été créé en 98, je ne vais pas parler, prévoyait déjà des rencontres entre jeunes et des parents. Et donc c'était des jeunes qui étaient eux-mêmes acteurs. Donc ici on parle aussi du jeune qui est plutôt tierce personne ou indirectement impliqué, mais là c'était des jeunes directement. Donc
la création du centre est venue de cette idée-là de donner une place aux jeunes pour pouvoir discuter avec leurs parents. Et effectivement, de par le temps, le type de dossier que nous avons reçu, nous avons maintenant effectivement du JAF, et effectivement, il y a la question de cette parole de l'enfant dans le cadre de conflits parentaux qui intervient. Et déjà en 2008, le Centre de médiation avait fait des publications en ce sens, sur notamment l'accueil de la parole de l'enfant en médiation familiale, qui était aussi inspiré avec Lorraine Filion, qui sont des grands noms quand même au Québec. Et c'est vrai il y a encore du travail à faire pour l'implanter. Et j'entends qu'il y a le volet institutionnel et il y a aussi la volonté sociétale qui doit y être. Et je pense que l'un sans l'autre, ça ne va pas aller. Oui, vous citez le Québec, qui est un peu un précurseur dans cette thématique. Hier, j'ai passé ma journée à googler l'enfant dans la médiation et je tombais toujours sur des exemples canadiens. D'ailleurs, à recommander, regardez ces vidéos qui sont peu consultées malheureusement. Bi, pourquoi est-ce que le Canada est plus ouvert à cette question? Pourquoi Mon coach à côté, il m'aide au matin. Je ne sais pas si on est en retard, parce que ce qui est marrant dans la collaboration qu'on a pu établir avec le Canada, il y a diverses rencontres qu'on a pu faire, c'est qu'eux sont en mal dans toute cette hiérarchie, dans toutes ces expertises, par exemple, posent de grandes difficultés au Canada, tellement que c'est figé, que les avocats sont formés à contredire un expert. Enfin, ils ont d'autres difficultés. Et donc, je crois qu'on a tous, d'où l'importance de cette interdisciplinarité, de ces échanges entre pays, entre professions. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment pour moi important qu'on puisse échanger sur nos pratiques. Par rapport au Canada, sur la question de l'enfant, il y a toute une question de finances qu'eux ont et que nous, je ne connais pas ça le Luxembourg, mais en Belgique, c'est sûr, on n'a pas, en termes de formation, en termes de prise en charge, en termes d'automatisme. Vous disiez, il faut une culture populaire, il faut pour que ça marche. À part que la culture populaire, elle ne saura jamais changer si à un moment donné, quelqu'un ne bouge pas. Il faut, et ça j'aime bien qu'on me doit dit, il ne faut pas attendre parfois trop de respect. Alors il faut du respect pour tout. Mais par rapport à attendre une loi, attendre que la population soit encline à... Si on attend, ben on attend. Et j'espère que vous êtes patients, parce que je crois que ça ne va pas... Il faut faire bouger toute une société. Il faut à un moment donné des leaders ou des actions ou des personnes porteuses de projets, peut-être, et sûrement, je le souhaite, qui vont devoir se réadapter, se réajuster, mais pour moi c'est important. Et donc on s'enrichit fort avec le Canada et l'équipe de Lorraine Filion, qui est une équipe elle plus publique, et nous on doit travailler dans le privé avec pas de budget, mais c'est pas grave, on fait quand même. Et pour plein d'initiatives extrêmement importantes. Et on a fait ça avec l'Allemagne, où on a été s'inspirer de leur modèle de consensus, et puis au Canada, on leur a gentiment pris. En tout cas, on s'est inspiré de leurs réunions entre parents pour travailler la prévention. Lorraine est une grande fan des Belges, et donc elle vient très souvent former sur cette question de l'enfant en médiation. Il y a une personnalité comme Lorraine, c'est ça que je veux dire. C'est pas non plus toute une société qui... Lorraine forme, elle est une excellente formatrice et elle est là, elle vient et on invite, elle est là et avec tout le plaisir de l'échange et du chose constructif, et là on avance. Sans attendre trop de... Vous l'aurez compris, je ne suis pas très enfermable, mais si on attend trop que tout soit mis et que tout soit au bon endroit pour avancer, on n'avance pas. Alors, on a parlé beaucoup à la sortie du Covid, en espérant qu'on parle de sortie de Covid, de la résilience. Et j'ai notamment entendu aussi Lorraine parler de la résilience des enfants qui s'adaptent un peu à tous, qui sont un peu des caméléons. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que c'est un peu aussi quelque chose qui a marqué la médiation, notamment aussi avec les mois, les années qu'on vient de vivre? Question ouverte. Moi, je le vois et je dis souvent aux parents, parce que j'ai parfois, et c'est peut-être souvent les mamans, sans vouloir faire un stéréotype, mais c'est mon expérience, qui me disent ils vont bien. Et comme pour se rassurer elles dans leur culpabilité de ce que l'enfant a à vivre, qu'ils vont bien. Les enfants, c'est comme pour
tout. Moi, je crois que si je demande à ma petite de 2 ans et demi, et d'ailleurs, si j'avais l'occasion d'avoir mon bébé d'1 mois et demi et lui dire « T'es content de venir toute la journée sans maman au Luxembourg ?» Je crois qu'il me dirait non. Ouais. Ma petite, si je lui dis « Ça va, l'école, tous les jours, 8h30, avec la pression qu'on peut mettre pour être habillée, nini, parce qu'elle est une rêveuse, je ne crois pas que ce serait oui. » Et ça vaut pour tous les enfants. Si vraiment, alors, il faut qu'on les accompagne dans quelque chose, on est une société, il faut qu'ils rentrent dans un mouvement et puis qu'ils apprennent. Mais un enfant, par définition, et c'est pour ça que leurs droits sont à ce point pour moi primordiaux, subissent le rythme adulte, la culture d'une société, et ils apprennent. Je ne dis pas que c'est négatif, hein, une décision parentale, une décision d'un prof. Et voilà, ils n'aiment pas les maths, ils font des maths. Nous, adultes, on a aussi cette contrainte de ne pas toujours être dans quelque chose de voulu ou d'intérêt ou de bonheur. La vie est faite de ça, mais la résilience chez l'enfant, elle est presque, on pourrait dire que c'est presque un synonyme, enfant et résilience. Ils doivent apprendre, et très, 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 très jeunes, peut-être même déjà en intra-utérin, à s'adapter à un rythme qui n'est pas le leur, à un truc. Il veut dire aussi que dans la médiation, il faut se mettre à ce niveau, Benoît, il faut se faire comprendre aussi par l'enfant. Oui, oui, bien entendu. Quand on parle du droit de l'enfant à être entendu, il y a évidemment toujours 2 aspects. C'est donner un espace à l'enfant et dans des conditions qui sont adéquates et on pourrait élargir cette question. Mais c'est aussi la capacité de l'adulte à comprendre le langage de l'enfant et à être à l'écoute et de ne pas partir du présupposé que on entend l'enfant dans tel contexte, ça veut dire qu'il y aura telle ou telle conséquence. Chaque enfant vit des situations de manière très très différente. On l'a vu aussi, hein, vous avez repris l'exemple du Covid. Tous les enfants n'ont pas vécu cette situation de la même façon, alors qu'ils ont été pour la plupart confinés pendant un certain temps. Et donc, moi je pense que c'est vraiment aussi une question d'adaptation beaucoup plus individuelle et de capacité de l'adulte d'entendre et de comprendre l'enfant. Tous les parents, et sans doute peut-être encore plus les mères, peuvent décoder le pleur de l'enfant. L'enfant pleure, ah mais c'est pour tel motif. Donc le message, il est là, il passe. Quelqu'un qui ne connaît pas l'enfant en question aura plus de mal à décoder le message que l'enfant veut faire passer. Donc je crois que à travers ça, c'est vraiment de se dire, est-ce que nous, en tant qu'adultes, on est capable de comprendre et est-ce qu'on est capable aussi de pouvoir faire abstraction de nos propres idées préconçues et stéréotypes pour vraiment laisser une place à une parole qui est la plus vraie possible. Et j'aimerais insister peut-être là-dessus aussi, c'est que à la fois le contexte, le lieu, peut-être pas tellement le lieu matériel, mais la chaleur de l'accueil et la disponibilité de l'adulte qui écoute l'enfant est vraiment quelque chose d'important, mais aussi l'information sur ce qu'on va faire avec la parole de l'enfant. Moi, s'il y a quelqu'un qui m'interroge et je ne sais pas comment il va utiliser ce que je vais dire, je vais être extrêmement prudent. Mais l'enfant, c'est un peu la même chose, ou alors il va avoir l'impression qu'on veut lui faire dire certaines choses et qu'on l'oriente dans un sens déterminé. Et donc c'est vraiment fondamental de lui dire, écoute, voilà pourquoi tu es ici, voilà le contexte, papa et maman se disputent, ne sont pas tout à fait d'accord, il n'est pas aveugle de tout ça, donc il est tout à fait conscient de tout ce contexte-là. On a beau dire qu'on veut le tenir à l'écart du conflit parental, mais il le vit quand même, il est imprégné de ce conflit pratiquement quotidiennement. Et donc, l'entendre, lui donner une place dans ce contexte-là et lui expliquer est-ce que ce qu'il dit va être marqué dans un rapport? Est-ce que ce rapport, ses parents vont y avoir accès? Est-ce que ça va être utilisé dans le cadre d'une procédure en justice? Est-ce qu'on risque de faire dire à ce rapport quelque chose qu'il ne dit pas? Une audition d'un enfant n'est pas une expertise. Donc tous ces éléments-là me paraissent vraiment fondamentaux sur le contexte de l'audition, en cherchant à éviter aussi à faire porter à l'enfant des décisions qui sont les décisions d'adultes. Ce sont éventuellement des adultes qui ont décidé de se séparer
il faut entendre l'enfant dans ce qu'il a à dire et dans son vécu par rapport à cette situation-là, mais in fine, ce sont les adultes qui doivent prendre leurs responsabilités. Donc voilà un petit peu quelques éléments, et on parle quand même de la Convention des droits de l'enfant. Un des pères de la Fondation des droits de l'enfant, c'est Janusz Korczak, un médecin pédiatre en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a qui a dirigé des orphelinats pour enfants, etc. Il a eu une fin tragique puisqu'il a accompagné des enfants dont il avait la garde dans un camp de concentration, et il a subi le même sort que tous les enfants. Donc il est allé jusqu'au bout de ses convictions. Mais lui disait, ce qui est difficile quand on parle à un enfant, c'est pas de s'accroupir pour être à sa hauteur, c'est justement de s'élever pour être à la hauteur. Donc symboliquement, on ne veut pas être rabaisser finalement l'enfant, mais c'est s'élever, être capable d'être à la hauteur de l'enfant. Je trouve que symboliquement, c'est un message qui est vraiment important à entendre. Donc, il y a le paradoxe, comme nous venons de l'évoquer, que souvent l'enfant fait défaut dans la médiation familiale alors qu'il est au centre de la discussion, notamment pour la garde des enfants ou autre. Alors, selon des experts, il y a 3 raisons à ça. Certains médiateurs considèrent que les enfants n'ont tout simplement rien à dire. D'autres craignent les risques d'instrumentalisation des enfants dans la médiation par un des parents. Et d'autres encore ne savent pas comment s'y prendre par manque de formation. Alors, justement, cette formation, on l'a aussi appris ce matin qu'elle est très complexe, selon l'âge des enfants notamment. J'imagine que ça doit être très difficile d'avoir des bébés, en quelque sorte, en médiation. Où est-ce qu'on doit aller au niveau de cette formation? Est-ce qu'il y a déjà des pistes en cours? Est-ce qu'il y a des formations pour médiateurs? Oui, il existe... En fait, ça va dépendre. Au Luxembourg, il y a un master en médiation, mais qui est quand même général. Et donc après, il va revenir au médiateur qui va choisir la voie de la familiale, d'effectivement se former dans différents thèmes. Mais effectivement, on sait que comme Lorraine, elle vient souvent en Europe, il y a toujours la possibilité de la trouver. Et d'autres, mais c'est vraiment une recherche du médiateur de se former sur cette thématique-là. Et donc, comme le disait Bi aussi, c'est vrai qu'il y a un côté aussi... pour les personnes d'y aller, de s'y rendre, il y a un côté pratico-pratique à mettre en place pour s'organiser à le faire. De notre côté, au niveau du centre, on essaye de faire des formations continues pour nos médiateurs et par rapport à l'accueil de la parole de l'enfant. Donc, nous avions aussi fait venir Laurent Filion, mais ça demande plus de pratique encore. Donc, et chez nous, la frilosité... c'est effectivement l'instrumentalisation et aussi peut-être chez certains l'idée qu'effectivement c'est pas à l'enfant de porter la responsabilité du choix. Ça me fait penser qu'on avait une médiation comme ça où on a fait venir des jeunes, donc c'était des jeunes, une fratrie donc de 16, 17, 18 ans et on avait reçu les jeunes donc suivant le processus qu'on avait mis en place. Donc les parents viennent, ils sortent, ils nous laissent discuter, puis ils reviennent, on fait un retour convenu avec eux qui rend quoi. Et là, il y avait une des filles qui a dit à son papa, écoute papa, je vais te dire que moi je préfère quand même ne plus venir chez toi et arrête aussi de m'envoyer des cadeaux, je n'ai plus envie de ça. Donc c'était quand même pour le papa quelque chose à encaisser. Donc on a clôturé là-dessus, puisque comme le dit Bi aussi, donc on ne discute pas ce qui est dit à ce moment-là. On reprend ça avec les parents et on a demandé au papa, quand les enfants étaient partis, comment vous vous sentez après avoir entendu ça. Il dit oui, bon, je m'y attendais un peu. En attendant, le foulard qu'elle avait, c'était un que je lui avais offert. Donc il y avait ce message, mais il a pu lui dire, je comprends pour l'instant, mais sache que ma porte est toujours ouverte. Marguerite, nous sommes ici dans un complexe scolaire. On a beaucoup parlé ce matin aussi de la médiation familiale. La médiation scolaire n'allait pas si loin de ça. Évidemment, il y a d'autres thématiques. On le voit aussi sur vos supports d'information, l'inclusion, l'intégration. Il y a d'autres questions peut-être qui se posent. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la
entre guillemets, politique nationale pour... J'ai vu par exemple qu'au Québec, il y a des jeux de rôle qui se font dans les écoles aussi pour la médiation, où les enfants apprennent déjà à jouer ce rôle-là. Est-ce que ce sont des pistes qu'on poursuit au Luxembourg? Oui. D'abord, j'ai regardé ma collègue Lise Tépine, donc pour ne pas, avoir des confusions sur les rôles. La médiation scolaire ici au Luxembourg, on entend les services d'aide à 3 niveaux sur lesquels on a beaucoup discuté, je suppose. Il y a les médiateurs interculturels qui renouent ou qui essayent de renforcer la participation des jeunes arrivant d'autres pays et qui s'installent au Luxembourg. Là, je pourrais vous raconter beaucoup, mais je m'arrête. Là où j'en veux venir pour répondre à votre question, donc au niveau de la formation, bien sûr, il faut ne pas, ne se rabaisser, donc pour rencontrer l'enfant, mais s'ouvrir pour pouvoir rencontrer l'enfant et l'écouter dans ses propos. C'est une formation, c'est un exercice qu'il faudra faire. Au Luxembourg, on est en train de faire un état des lieux. Il existe des initiatives à l'école aussi, tout ce on entend par démocratie ou des initiatives, par exemple du Zentrum für politische Spiel, donc qui sont actifs à ce niveau, donc ils sont en train de lancer des formations pour multiplicateurs, pour enseignants multiplicateurs. Maintenant, d'abord, au niveau de la formation en médiation, pour écouter l'enfant, c'est encore différent, mais maintenant, pour la formation des enseignants, pour s'ouvrir aux idées des enfants qui ont un droit à la parole, donc, et qui ont un mot à dire sur la manière dont eux, par exemple, ont vécu le Covid, pour ne pas les faire subir le rythme. J'ai bien aimé l'image que vous avez évoquée, mais c'est tout l'intérêt de ce droit d'être entendu, donc de changer de paradigme et de sortir l'enfant de ce rôle de subir, mais d'en faire un sujet de droit. Il a le droit de s'exprimer, par exemple, qui peut dire comment un règlement de classe pourrait être agencé, trouver ses priorités ou vécu en classe. Donc pour s'ouvrir à cette parole, à ces idées, pour pouvoir les modérer tout en faisant accepter à l'enfant des limites qui sont réelles, pour rester dans le dialogue avec l'enfant, effectivement, la formation est à ses débuts et mérite d'être renforcée et doublée d'efforts sûrement. Je passe, on s'est déjà échangé un petit peu, je passe le micro à l'ombudsman, à M. Schmidt, pour rajouter sur voilà. Oui, donc, oui, merci pour enchaîner, juste pour un peu faire agrandir encore le tour, là où en fait les méthodes de la médiation sont également d'importance, et c'est le domaine donc, des avocats d'enfants. Je crois que donc là, c'est un des domaines qui s'est développé dans les dernières années, et que donc là, au niveau donc la formation, juste pour dire que dans actuellement, donc, le barreau propose pour les droits de l'enfant, pour les avocats d'enfants, un cycle de 10 séances où en fait les jeunes avocats qui veulent donc pratiquer dans le domaine de l'avocat d'enfant, ils reçoivent un survol institutionnel, mais également en ce qui concerne également les autres services de médiation. Et on est tout à fait d'accord que ça ne peut pas rester là. Il faudra approfondir, il faudra aller dans la direction en fait que l'ALMA a fait avec la médiation agréée. Il faut féliciter, je crois, au début de cette semaine de la médiation, c'est tout à fait important de relever l'importance du chemin déjà parcouru par le secteur de la médiation au Luxembourg, avec l'institutionnalisation de cette médiation, avec un agrément, avec des conditions, avec des obligations légales, avec des formations obligatoires qui sont nécessaires. Donc là, c'est vraiment, l'ALMA a été, ou les médiateurs agréés ont été des précurseurs pour d'autres professionnels qui s'approfondissent dans un certain domaine, dont notamment les avocats d'enfants, où notre désir est que, en fait, notre exigence est que tous les professionnels qui travaillent avec les enfants et les jeunes dans le domaine de la justice pour enfants
voilà, et des formations obligatoires initiales et continues dans ce domaine. Donc juste pour dire que donc là on a d'autres domaines qui peuvent beaucoup recourir aux méthodes de la médiation également. Il y a beaucoup d'avocats d'enfants qui font des formations additionnelles pour travailler en tant que médiateur aussi. Et donc je crois que c'est donc un domaine qui s'agrandit et voilà, et qui devra de plus en plus être encadré par une obligation légale de formation dans le cadre des agréments. Parce que je pense d'un côté que c'est un profil quand même assez difficile, hein, avec tout ce qu'on exige de ces gens-là. Parce que d'un côté, il y a la formation sans réellement savoir ce que l'enfant va vous apporter, ou les enfants vont vous apporter. Donc c'est aussi une charge psychologique pour le médiateur par après. Il doit subir. Vous avez montré quelques exemples où j'ai failli pleurer ce matin. C'est quand même émotionnellement, c'est très intense. Comme je vous le disais, pour moi, c'est pas différent quand j'ai les parents en face de moi. Ça peut tout autant m'arriver. Je ne sais pas avec quoi viennent monsieur, madame. Et quand j'ai monsieur qui se lève et qui me mime cette scène de coups, pour moi, c'est pas plus facile. Il est adulte, mais c'est aussi que je m'accroche. Quand j'ai cette grand-mère qui s'effondre parce que ça fait 4 ans qu'elle s'occupe de son fils et elle comprend en fait qu'elle doit lâcher au profit de la maman, j'ai aussi des émotions. Et puis quand j'ai ce magnifique petit qui a des étoiles dans les yeux en me parlant de son vélo, j'ai une émotion qui est positive, qui me vient. Ou quand j'entends cette jeune fille qui me fait écouter cet audio inviable, bien sûr c'est dur. Mais on peut aussi décider d'être employé dans une banque. Pardon, mais je veux dire par là qu'on choisit un métier, si on travaille avec l'enfant, on travaille avec la famille, on travaille avec des événements de vie auxquels on doit s'attendre que ça ne va pas être toujours un long fleuve tranquille, papa, maman, complètement in love, avec la fratrie, petite maison dans la prairie. On a, pardon, tu me rattraperas si je suis trop scandaleuse, mais je trouve qu'en faisant le choix de travailler pour des enfants et pour la famille, c'est un peu comme la neutralité, il faut que ça coule dans nos veines. Et on accepte. Et ce qui m'a aidé, moi, c'est la voie plus protectionnelle, avec vraiment des éléments là de mise en danger extrêmement durs à vivre. Et donc, j'ai peut-être un seuil de tolérance qui est élevé. Parfois, je dois m'en souvenir. Pas de famille, quand on explique un peu comment ça va ou quoi, et que j'explique ma pratique, et que je vois des yeux comme ça, je dis OK, oui. J'arrête et que je reprenne ma casquette de formateur. Ça, c'est pas audible. Et parfois, j'oublie ce qui est audible, pas audible, parce qu'on est tout le temps pour finir dans une posture où on juge tellement jamais ce qui se passe. Même cette maman qui a essayé de tuer sa petite, je n'ai pas à juger cette fille. Dans ma posture professionnelle. Après, c'est bien que je me rappelle que le meurtre est interdit et autres. Voilà. On travaille avec des enfants. Ça implique que l'émotion est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la traiter et que c'est facile après. Ça fait partie de la promotion professionnelle. C'est comme l'infirmière qui découvre le sang dans l'hôpital. Donc c'est un peu ce dont on doit être... Oui, je voulais rebondir aussi sur ce que lui disait. Et c'est vrai que toute médiation, on ne sait jamais avec quoi les gens viennent. Et donc c'est du théâtre d'impro sans le côté jeu. Je pense qu'on est toujours dans l'improvisation finalement et c'est notre expérience qui fait qu'on va avoir certaines réactions ou d'autres. Et l'impact, on le ressent parce qu'on est avant tout humain et on travaille avec l'humain. Et donc pour ça, il y a des outils pour nous aider. Il y a la supervision, il y a l'analyse de pratiques professionnelles, il y a des associations, notamment le Family Center dans le cadre de l'ALMA qui propose des analyses de pratiques professionnelles. Au niveau du centre, on en a aussi parce que c'est important d'accompagner les médiateurs. Et nous, par exemple, au niveau du centre, on travaille aussi en comédiation. Donc ça permet déjà à chaud, quand les gens partent, directement faire un petit débrief à deux. Comment tu as vécu ça et ça permet déjà de quelque part de se soulager un peu parce qu'effectivement, on vit des choses qui sont notre choix, mais qu'on les vit quand même. Je rebondis sur le jeu de rôle parce que ça m'a marqué aussi lors de la présentation de ce matin. Est-ce que c'est un peu le truc en quelque sorte, pour oui, justement, emmener tout le monde, les parents, les enfants, dans un monde virtuel
d'un jeu qui tourne autour de leur problématique. Est-ce que ça, c'est votre expérience qui vous a mené à ça? Moi, je ne leur fais pas jouer un jeu de rôle sur eux. C'est des jeux, mais leur vie est tellement déjà à elles seules, nos vies à tous, hein, je ne vous connais pas, mais je suis sûre que si j'explorais, on aurait ça, mais on est déjà des séries à nous-mêmes dans ce qu'on vit. Et donc, je ne leur fais pas jouer leur vie, ils sont dans leur vie. Pour moi, ce n'est pas un jeu, et surtout avec des enfants, ils sont tellement entiers que ce n'est pas toujours. Mais il y a une stratégie. Il y a des règles du jeu, mais pas du jeu de rôle, dans le sens, je ne vais pas dire, parfois avec les parents, par contre, je leur invite à s'asseoir 2 minutes dans les pompes de leur enfant. Et l'enfant est parfois là. Ça, c'est une de mes stratégies de protection de l'enfant. Les parents sont en train de parler, et je me dis, en fait, 2 minutes. Et je dis à l'enfant, toi, tu te tais. Tiens, comme ça. Et je dis, maintenant, papa, tu es assis à la place du petit, qu'est-ce que tu me dis là de ce petit? Là, souvent, ils sont à 2, c'est dans une rupture de lien. Et il faut aider, comme si, même chose dans la formation professionnelle, pour être dans le jeu. Mais vous vous rendez compte, là, vous venez de dire, et parfois à l'inverse, je dis à l'enfant, stop. Dans mon jeu où papa, maman doivent rester silencieux, j'ai une vidéo aussi assez forte à montrer, dans le cadre d'une rupture de lien, où l'enfant tue symboliquement son papa, parole. Ça dure, ça dure, ça dure. Je regarde papa en disant, on peut interrompre quand même. Non, allez-y, allez-y. L'enfant dit, pour moi, t'es mort, t'existes plus. Et c'est un ado de 15 ans qui est dur, tellement dur dans ses propos. Et après, le papa a dit, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je sais qu'il est inutile que je me batte. Pas maintenant, pas comme ça, je veux. Et il a pu, comme il avait témoigné, dire, je reste dispo pour toi. Et en même temps, l'enfant, il a vraiment vidé son sac. Là. C'est très, très, très dur. Et là, je fais pas jouer de rôle, mais plusieurs fois, j'ai dit à l'enfant, maintenant, tu fermes les yeux, tu fais plus 20 ans, t'es papa et ton enfant te dit ça. Tu vis les choses comment? Je m'en fous. Il n'y avait qu'à réfléchir avant. Ça, c'est la dame. Là, parfois, il y a des jeux de rôle. Je demande qu'on se projette dans une empathie par rapport à ce que l'autre est en train de faire. Même chose quand ils sont en train de faire des gestes. Je demande si ça va pour eux et eux, ça va. Après, moi, je réglerai ça, peu importe. Alors, ce qui est évident, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est que le présentiel dans tout ça est très important. Ce qu'on vient de vivre les derniers mois, c'est certainement pas propice à la médiation. C'est pour ça que cette semaine mondiale, elle est très importante aussi. Parce que côté psychologique, je pense que les derniers mois, l'année qu'on a vécue a dû amplifier le problème aussi, non? Les problèmes familiaux. Je n'allais pas vraiment rebondir là-dessus, mais je peux simplement effectivement partager un ressenti que pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de familles, ça a été difficile, et certainement pour certaines familles beaucoup plus que pour d'autres. Hein. C'est clair que ceux qui vivent dans un espace contigu et qui est un cadre qui exacerbe les difficultés et les conflits qui sont inhérents à la vie en commun, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Ce qui est plus difficile aussi, c'est que des lieux qui étaient ou qui sont à l'écoute de justement des difficultés, ou des lieux où on peut effectivement exprimer des difficultés qu'on vit à la maison, n'étaient plus accessibles, ou plus accessibles de la même façon. Hein, quand on est confiné à la maison, qu'on ne va pas à l'école, qu'on n'est pas sur le transport scolaire, qu'on n'a pas des contacts avec différents professionnels ou avec des copains dans la cour de récréation, ça rend finalement l'accès à des aides et des soutiens beaucoup plus compliqué. Et tout est un peu formalisé à travers les écrans pour ceux qui y ont accès. Donc tout ça, c'est évidemment... je dirais que ça a accentué aussi tout ce qui est les différences et les discriminations dans la société. Parce que ceux qui avaient accès à un matériel informatique de premier plan et une connexion à Internet ont pu continuer à suivre les cours. Je connais un certain nombre d'enfants qui suivaient les cours sur leur smartphone, et regarder un PowerPoint sur un smartphone, c'est pas facile du tout. Et donc ceux-là effectivement se sont sentis déconnectés beaucoup plus. Et c'est vrai que ça me fait dire en tout cas que
mon sentiment, c'est que cette réalité-là a été trop peu prise en compte, trop peu entendue, mais aussi qu'il y a eu trop peu de discours publics des autorités vis-à-vis de ces jeunes, en disant « vous devez subir ça, on cherche à atténuer dans une certaine mesure, mais malgré tout, on est conscient de ce que vous devez subir. » Et de justifier quand même, d'expliquer un petit peu le contexte qui faisait qu'il fallait en arriver là et que ce n'est pas une situation normale. Là, je pense que c'est vraiment important à rappeler et qu'on doit pouvoir retrouver une certaine normalité après. Donc oui, ce contexte a été exceptionnel à beaucoup d'égards. Ce qui me paraît vraiment fondamental maintenant, c'est qu'on tire la leçon de ce qui s'est passé, qu'on écoute les enfants sur la manière dont ils l'ont vécu, toute cette période-ci, et qu'on se dise, si jamais, on espère que non, mais si jamais il y a une nouvelle pandémie ou un nouveau phénomène social conséquent, qu'est-ce qu'on referait maintenant? Comment est-ce qu'on le referait? Qu'est-ce qu'on ferait autrement? Quel type de communication on passerait? Parce que sinon, pour moi, c'est du temps perdu. Si on n'apprend rien de ce temps-là, c'est vraiment là qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Je sais que cet exercice a été fait jusqu'à un certain point, mais il faut vraiment documenter le résultat de ça, en ce compris écouter ce que les enfants ont à dire sur la manière dont ils ont vécu cette partie-là. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres pandémies derrière, ce qui ne nous arrangerait pas évidemment. Car nous avons au Luxembourg depuis des années le Kanara-Jugendtelefon, donc une possibilité pour les enfants de s'exprimer, mais de façon anonyme, ce qui souvent est désiré justement par les enfants. On a vu une trentagénaire dans la vidéo de ce matin qui parlait de problèmes qui remontaient à 15-16 ans. Est-ce que ce service pourra être en toute confidentialité lié à quelques services de médiation que ce soit, ou est-ce qu'il est déjà lié? Oui, je crois que donc le Kanara-Jugendtelefon est un formidable instrument dans une chaîne d'espaces d'écoute qui doivent être mis à disposition des enfants et des jeunes. Il y a beaucoup donc le Kanara-Jugendtelefon travaille avec beaucoup de professionnels qui également avec toute une équipe de bénévoles, avec des ambassadeurs qui vont sur le terrain dans les écoles pour susciter l'intérêt et faire connaître aux enfants donc dès l'école fondamentale donc que cela existe, que cet espace d'écoute existe et je crois justement durant la pandémie de l'année dernière, le Kanara-Jugendtelefon a été très sollicité et a été très important. Ce qui est également très intéressant, c'est qu'ils ont introduit en fait une chatbot, donc conseil, un service de conseil qui est animé par des jeunes eux-mêmes ou donc des jeunes. Donc c'est un peu pas la peer mediation, mais c'est en fait le conseil par des pairs, par des jeunes qui sont à l'écoute d'autres jeunes et enfants. Et ça c'est tout à fait innovateur. Et donc ça peut également être un exemple pour d'autres services. À côté de cela, parce que donc, dans le Kanara-Jugendtelefon, ça c'est vraiment un espace absolument confidentiel et c'est pas relié. C'est important que cet espace soit donc vraiment confidentiel et anonyme. Mais si besoin en est, donc les enfants sont réorientés vers d'autres services et je crois que là en effet c'est important d'offrir des espaces paroles qui également sont directement liés alors à d'autres services, par exemple dans le domaine de l'aide à l'enfance, de la famille ou bien de la protection de l'enfance. Donc c'est pas l'un ou l'autre, je crois que c'est une multitude d'espaces paroles qui doivent être proposés. Je sais que le CEPAS, par exemple, a également développé l'idée de créer des espaces dans des lycées et selon une certaine méthodologie d'espace paroles. C'est un peu créer un cadre de sérénité et un cadre également, donner un cadre où les lois usuelles de communication sont mises à l'écart. Et c'est un peu, c'est comme avec le jeu de rôle. Donc il faut créer un espace-temps et un espace relation où les enfants, les jeunes et les adultes impliqués peuvent se récréer autrement en fait. Ça c'est un peu et surpasser
les lois de communication usuelles qu'ils ont dans le quotidien, pour trouver des solutions éventuellement pour par après, parce que ça c'est quelque chose qui est important de trouver de nouvelles voies, de dégager de nouvelles voies sur base donc de la médiation. Je reprends tes paroles pour dire aussi que ceci c'est un espace parole aussi, parce qu'on voudrait aussi bien évidemment recueillir vos questions s'il y en a, donc n'hésitez surtout pas, on a essayé d'aborder différents sujets. Est-ce qu'il y a des questions déjà là maintenant ou de façon digitale, donc n'hésitez pas à les poser. Yann? Merci, Vilmos, merci. Et une question concernant la thématique posture et technique. Nous avons appris ce matin, cher Bi, qu'au niveau de la posture, et j'avais l'impression que tu le soulignais aussi, encore une fois, cet après-midi, quand Camille t'a posé cette question au niveau de l'enfant qui est en larmes, hein, que la posture du médiateur, elle est je formule cette question avec un point d'interrogation, elle est la même d'un médiateur de l'enfant comme un médiateur, je crois que Paul, toi tu l'avais aussi un petit peu souligné quand il est dans une médiation familiale, peut-être divorce standard, ou voire dans une médiation commerciale. La posture du médiateur, être dans le non-jugement, être dans l'empathie, dans l'ouverture, ça c'est la même. Si j'ai bien compris, je parle toujours sous votre contrôle. Maintenant, est-ce que j'ai bien compris que quand même au niveau, et là on accroche peut-être vers la thématique professionnalité dans ce domaine spécifique, quelles sont les techniques peut-être spécifiques qui sont applicables dans la médiation de l'enfant? Quelles sont les spécificités? Là, j'ai pris Charles a dit qu'est-ce qui marque cet espace relationnel spécifique quand on est en échange avec l'enfant. Et pour terminer, est-ce qu'on peut dire que finalement, oui, la posture, c'est la même, c'est juste certaines techniques qui sont très très différentes, et ce sont lesquelles? Est-ce qu'il y a des exemples spécifiques, par exemple, au niveau du code linguistique utilisé? Plein de questions. Bi, vous vous sentez inspiré? Inspiré partout. En tout cas, par rapport à cette question du langage, je crois que de nouveau, elle est importante avec n'importe qui, quelle que soit la personne qui est en face de nous. Mais les enfants, il y a peut-être encore un peu plus de ça. Et ça, j'ai été touchée quand vous dites des enfants qui écoutent des enfants. Je crois que quand la société avec le plus grand S que vous puissiez imaginer, le monde aura compris cette proposition, cette injonction de l'article 12 du Comité des droits de l'enfant, on prendra conscience de la puissance des enfants. À chaque fois, moi, je suis un peu émerveillée de voir comme les enfants, dans leur vision du monde, dans leur perception du monde, on se prive tellement de se dire ce ne sont que des enfants. Je ne sais pas qui se dit ça, et j'espère qu'ici personne. Si c'est le cas, vous arrêtez tout de suite. Mais le fait de dire c'est un enfant, on est là pour lui apprendre à grandir. Comme on le dit depuis longtemps, il a à nous apprendre. Je suis bluffée quand je vais en institution de voir, on parlait, Benoît disait, la maman sait lire l'enfant, les enfants savent lire les enfants. Les bébés savent lire les bébés. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une communication entre non-verbalisant, oralisant, en crèche. J'adore aller en pouponnière quand j'ai mes tout jeunes clients placés en pouponnière et d'assister aux communications intra-bébés. C'est magnifique. Et là, on se dit, ben oui, c'est normal, ils grandissent, ils apprendront à parler à tel âge. Stop, ils parlent. On se tait, chers adultes, et on voit ça. Tout ça pour dire que, comme outil spécifique, la première chose, c'est vraiment pour moi qu'on tire ce tiroir dans notre cerveau, de se dire,
Cet enfant a tellement à m'apprendre. Il faut juste se taire et regarder. Et là, déjà, c'est un outil spécifique, mais qu'on pourrait avoir avec une personne qui a vécu, on parle beaucoup des mineurs étrangers non accompagnés, ou des adultes qui ont vécu de ce type d'expérience de vie. C'est la même chose. Et pour les enfants, leur vie est un apprentissage en soi. Et en médiation, comme outil spécifique, je ne sais pas si je suis exactement comme je serai en commercial, parce que moi, je ne sais pas si j'aurai des clients dans ce domaine-là. En tout cas, les règles de respect, de bienveillance, de professionnalisme, pour moi, restent les mêmes. Et la spécificité enfant, c'est un langage qui est adapté, et un langage qui est adapté pour un enfant de 7 ans ne sera peut-être pas le même pour un autre enfant de 7 ans. Et donc, c'est vraiment se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a compris lui? On m'a demandé de faire une médiation avec un jeune de 21 ans, infirme moteur cérébral. La seule communication était des logorées, PAMA, j'avais droit à 2 syllabes, et en même temps, on sent, il est exceptionnel. Et j'ai parlé avec lui. À un moment donné, je ne comprenais pas, donc j'ai fait appel à l'équivalent maman, à son représentant, en disant, il m'a toujours communiqué dans les mêmes systèmes, et là, il change de système. Il danse avec vous. Ok, il danse. Et donc, ils savent, peu importe l'enfant, ils savent eux nous parler. Nous, après, je crois qu'on doit apprendre à les entendre. Et dans la posture, ça, c'est peut-être le plus spécifique. Changer déjà toute une culture mondiale, c'est un enfant, et donc, on vient déjà de tellement loin, on est déjà dans nos sociétés, en tout cas, vraiment loin dans Benoît, de donner la parole à l'enfant, mais on n'est encore nulle part. Je crois vraiment qu'en tant qu'acteur, il existe, et il a à nous apprendre. En médiation, les outils que j'utilise, ce sont plus des jeux. Type, je vais prendre des images, mais il y a certains les images, c'est avec, ils s'en foutent complètement, et ils vont me le dire. Ce sont des enfants, ils sont pragmatiques, ils vont pas me laisser chipoter pendant 3 heures avec un outil qui leur parle pas. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? On fout de votre image, je peux pas parler comme ça, si ok. J'ai joué, mais si tu veux pas jouer, on joue pas. Et les enfants vont nous le dire. Quand je propose une activité, là, le jeune, il me disait, bon, maintenant, il faut que je bouge, là. C'est bon, j'ai vu mon histoire, tu me tapes avec ça. Et puis en même temps, tu vas quand même entendre jusqu'au bout, parce que je vais terminer, mais je vais plus vite parce que tu me demandes ça. Et puis, ils savent, eux, nous dire ce dont ils ont besoin. Et donc, les outils, ils existent. Vous parlez beaucoup, il faut qu'on mette la formation, il faut qu'on crée la formation. La formation par rapport aux enfants, il y en a déjà tellement, je suis sûre, qui existe chez vous, mais peut-être dans tout autre domaine. Les puéricultrices ont déjà, toutes des formations sur comment porter le bébé, comment échanger, comment parler à bébé, quelle littérature pour les bébés, ça existe. Quand nous, on s'est formés en Belgique, il n'y avait rien qui existait pour le médiateur enfant en médiation. Il n'y avait rien pour l'avocat défenseur des droits de l'enfant. Rien, c'est rien. Qui portait le nom de avocat enfant, médiateur enfant. Contre tout ça, on a encore tous à réfléchir, mais c'est déjà là. Le fait d'aller se former sur le développement de l'enfant, sur les outils pour enfants, les psychologues avec d'autres objectifs que nous en tant que médiateurs, mais les outils de médias, on utilise énormément les médias, les figurines, etc., ça intéresse. Benoît, vous voulez rebondir là-dessus? J'ai envie de rebondir là-dessus et de prolonger un petit peu la réflexion et en recentrant sur le cadre scolaire. Dans ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup assisté à accompagner des enfants, des jeunes, dans des conflits dans le cadre scolaire, à l'école. Ce sont des punitions, ce sont des exclusions scolaires, ce sont des sanctions qui peuvent être parfois assez conséquentes pour les enfants. Et je me souviens qu'au début de ma carrière, on arrivait dans l'école avec des règles juridiques en disant il y a tel et tel élément de procédure à respecter. Et puis on avait en face de nous des adultes qui disaient mais écoutez, vos règles, nous, ici dans l'école, elles ne s'appliquent pas. Nous, on est l'autorité, on est enseignant, on a le bon sens. Et notre bon sens nous fait dire que cet enfant n'a plus de place chez nous. Et à la limite, en ajoutant de manière très cynique, c'est pour son bien, on le fait. Et donc, une violence institutionnelle extrêmement forte
exercée soi-disant pour le bien de l'enfant. Alors, notre action pendant pas mal d'années a impliqué qu'on mette un minimum de règles de droit dans ce contexte-là. Il faut un règlement scolaire, il faut dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, il faut des voies de recours qui permettent à l'enfant d'être entendu, d'être assisté par un avocat ou d'une autre personne, etc. Donc on a amené une certaine formalisation en se disant, en formalisant ça, on va peut-être amener l'institution à progressivement être un petit peu plus respectueuse des droits de l'enfant et donc de l'enfant. Je ne veux pas caricaturer, mais schématiquement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des écoles et des directions d'écoles qui se sont formées pour être des meilleurs juristes, connaître extrêmement bien les procédures, etc., et respecter les procédures de manière extrêmement formelle. Vous voulez un PV d'audition, vous avez un PV d'audition. Vous voulez un accès au dossier, vous avez l'accès au dossier. Vous signez comme quoi vous avez eu l'accès au dossier, etc. Et donc il y a un formalisme qui s'est introduit, mais sans amener une réflexion sur pourquoi est-ce qu'on renvoie un élève, qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas mis à l'école, qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir la situation, comment est-ce qu'on a cherché à résoudre le problème autrement. Et donc il a fallu du temps pour qu'on se rende compte que finalement notre action avait cet effet pervers de formaliser, de figer. Et nous, on allait en justice, on obtenait une décision judiciaire, on obtenait la réintégration de l'élève. Et évidemment, 3 semaines après, l'école avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit viré, excusez-moi du mot, mais dans les règles. Et donc finalement, je pense que dans un contexte comme celui-là, personne n'a gagné grand-chose, y compris la société, y compris l'école. Et donc, quand on a amené progressivement une réflexion avec un certain nombre d'écoles qui étaient ouvertes un peu à la réflexion et qui étaient elles-mêmes en difficulté par rapport à cette manière de procéder, elles ont progressivement accepté de se dire il faudrait faire autrement. Et il faudrait justement régler le conflit d'une manière un petit peu différente. Et donc quand on parlait tout à l'heure de changer de posture, c'est ça aussi. On a une autorité toute puissante qui décide et qui tranche et qui a une influence importante sur l'avenir d'un enfant, et on lui demande à un moment donné de dire mais réfléchissons à la manière de gérer le conflit en se disant on a peut-être tous une certaine responsabilité dans ce conflit, on veut vous traiter plus en une personne responsable qui a quelque chose à apporter et qui a quelque chose sans doute à regretter sur la façon dont les choses fonctionnent dans l'école, et donc amener ça différemment. Certaines écoles ont lancé des programmes graines de médiateurs, par exemple, où ce sont les élèves eux-mêmes qui commencent à être médiateurs. Il y a une dispute dans la cour de récréation, l'un ou l'autre élève va intervenir. Et donc, il ne faut pas une formation de plusieurs années universitaires pour pouvoir commencer à intervenir. Je pense qu'il y a une évolution dans la manière de procéder, et qu'être médiateur, ça peut s'apprendre très tôt et très vite, à condition qu'on mette le contexte en place. Des écoles ont imaginé des cours de récréation différentes pour diminuer les conflits, ont prévu des lieux spécifiques où un enfant qui se sent seul ou qui se sent pas trop bien, il peut aller s'asseoir sur ce banc-là. C'est un message qu'il envoie au reste de l'école, et donc on peut répondre à ces demandes. Donc tout ça, ça nécessite effectivement une évolution, pas que des enfants, pas que des professionnels, mais aussi du cadre de fonctionnement. Alors si je peux me permettre d'ajouter encore un élément, parce que quand on voit le temps qu'il a fallu et la nécessité de faire évoluer les mentalités, mon constat c'est que sur le plan global, on a encore beaucoup de chemin à faire. L'exemple qui me vient en tête, c'est Greta Thunberg. Une jeune fille, quand elle a commencé son combat pour le bien de la planète, elle avait 16 ans. Elle a commencé en s'asseyant devant le Parlement en Suède, et puis et regardez ce que c'est devenu. Je pense que c'est la personne qui est la plus insultée au monde sur les réseaux sociaux. Quand il y a une prise de parole de sa part, regardez les posts sur les réseaux sociaux, mais elle s'en prend plein la figure, avec des choses extrêmement dures, aussi liées à sa personnalité, etc. On lui dit retourne à l'école,
Elle a pris un an sabbatique pour justement mener son combat de manière beaucoup plus forte. Je suis certain qu'elle a appris 10 000 fois plus pendant cette année-là qu'en restant assise sur les bancs d'une école. Elle a appris peut-être des choses un petit peu différentes. Et donc, elle est admirable à beaucoup de points de vue. Et les adultes sont encore là, assis dans leur fauteuil, à tapoter sur leur ordinateur pour l'insulter par rapport à ce qu'elle fait. Je trouve que ça, c'est une honte sans nom par rapport à ce combat qui est un combat admirable. Et il n'y a pas un de ces adultes qui la critique, qui a fait le dixième de la moitié de ce qu'elle a fait pour sensibiliser le monde par rapport à une problématique qui est une problématique bien réelle. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses prises de position, avec son combat, etc., il y a quand même quelque chose d'admirable. Et donc, ça, c'est vraiment la révolution à laquelle on est appelé, c'est de se dire, quelqu'un qui se mobilise comme ça et qui a quelque chose à dire au monde, eh bien, au moins, ayons le respect de l'écouter. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit, pas être d'accord sur la manière dont elle se prononce pour certaines choses, mais ayons le respect de l'écouter, d'entendre ce qu'elle a à dire et d'entamer le dialogue. C'est un exemple emblématique, mais qui nous ramène à la réalité du quotidien asseyons-nous, écoutons, on peut ne pas être d'accord, mais au moins on introduit du dialogue dans ce contexte-là. C'est étonnant ce que vous dites parce que quelque part on parle des valeurs élémentaires de l'humanité, comme dirait le français, liberté, égalité, fraternité, échange, respect, donc plein de choses qui nous semblent normal, je dirais, au jour le jour, mais si on vous écoute, on se dit, tiens, la médiation essaye de gagner un peu ses valeurs aussi, en suscitant notamment l'enfant qui doit s'exprimer et où l'adulte n'est même pas souvent à même à comprendre son enfant et à l'écouter. Est-ce que c'est aussi une question de notre société, de la façon dont on vit ? Sans doute, mais peut-être que d'autres ont des choses à ajouter par rapport à ça, mais je crois effectivement que c'est beaucoup sur le fonctionnement de la société, quelles sont les valeurs de la société, qu'est-ce qui est important, et face à des exemples comme ça, il faut un minimum d'humilité aussi. On ne va pas d'abord tout résoudre, et ça prend parfois du temps, mais il faut se dire que on le fait de manière honnête, en essayant aussi de ne pas faire dire à l'enfant qu'on a envie qu'il dise. Parce que ça, c'est un élément qui me paraît primordial. L'article 12 de la Convention des droits de l'enfant permet à l'enfant de s'exprimer. Et souvent, quand j'entends des adultes commenter ce que les enfants disent, ils ont tendance à dire « oui, il peut s'exprimer, mais quand même pas dire ça ». Je suis désolé, s'il peut s'exprimer, il peut dire tout ce qu'il a envie d'exprimer. Après, on peut discuter en disant, mais là, tu es peut-être à l'effort. Mais on a parfois tendance à dire, l'enfant peut s'exprimer tant qu'il dit quelque chose que les adultes sont prêts à entendre. C'est peut-être du côté des adultes ou des intervenants, il y a un travail à faire avant que de le faire du côté des enfants. Marguerite, vous vouliez rajouter quelque chose à ce sujet ? Peut-être rajouter quelque chose sur la technicité, la question sur la médiation et les techniques. Si je me souviens, donc, ce qui m'a toujours importé en médiation, c'est cette idée de procédure. D'abord, on écoute, on essaie d'identifier les positions. Pour un enfant, je pense que c'est essentiel. Reformuler comment tu te sens, qu'est-ce que tu aurais besoin pour mieux vivre cette situation, qu'est-ce qui va mal dans tout ça, qu'est-ce que te gêne, travailler les blocages éventuellement. Et ce qui est aussi le propre de la médiation, c'est la recherche de la solution et que chacun en sort satisfait. Quand vous avez évoqué l'image du conseil de classe, des règles de discipline, que ça se passe d'une manière beaucoup plus satisfaisante pour chacun. Et je pense que cette image, elle pourra guider dans qu'on l'appelle médiation, mais le dialogue en nous, dans cet espace propre donc, aux situations qu'on a identifiées, c'est d'en sortir avec une idée, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qu'on peut travailler, et avec quelle solution on devrait sortir de ce contexte pour en sortir plus satisfait. Que ce soit le Covid qu'on a évoqué, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui te manque le plus, est-ce que ce sont tes amis, est-ce que c'est le sport,
qu'est-ce qui te manque, c'est ta grand-mère, en parler et trouver des moyens à l'enfant de mieux vivre cette situation, d'établir des règles qui collent, qui fassent sens pour lui et qui sont aussi acceptables pour un contexte donné. Et c'est des éléments que la médiation développe, qu'on a tous appris en faisant le passage par la médiation, et tout à fait intéressant dans ce. Et le facteur temps alloué entre autres aux enfants. J'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale ce matin qui a dû se justifier par rapport à l'aide aux devoirs proposés aux parents justement qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va à l'envers justement de ce temps de parole qu'on accorde aux enfants. J'adore, Bi, vous avez ramené votre bébé parce que vous voulez être proche de lui, c'est un choix, c'est bien, c'est très bien. D'ailleurs, on vous vole du temps là pour l'instant pour passer avec lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus inverser parce qu'on vit à la vitesse grand V et parce que voilà. Moi, je trouve que ça s'inverse maintenant. Ça s'inverse? Moi, je trouve, j'ai le malheur d'être indépendante, mais et qui n'a qu'un mois et demi aussi. Mais je vais dire, pour parler de manière générale, ça devient difficilement au niveau, moi, en Belgique en tout cas, de la pression sociale, d'être un parent, je ne parle même plus d'être une mère, mais d'être un parent qui, à un moment donné dans sa carrière, ne fait pas des choix pour ses enfants. Les 4/5e temps, binôme, hein, papa comme maman, les pauses carrières de 1 an, en Belgique, c'est de moins en moins, moi c'est comme ça que je le ressens, et puis ça n'est que mon opinion, mais c'est de moins en moins jugé, critiqué, genre oh, c'est quoi celle-là qui se prend 1 an, ou c'est quoi, eux ils sont à quoi, ça devient même l'inverse. Le fait de ne pas le faire devient presque de se dire tiens, celle-là, trop carriériste, trop de trucs. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une invitation là, naturelle, alors on le ressent de l'intérieur, d'en bas vraiment, où les enfants, et c'est peut-être la même vague globale, on peut plus zapper ça, ils sont plus secondaires. Par rapport à la temporalité, j'irais aussi autre chose. On passe maintenant, on parle de résidence alternée, et alors on parle en termes de temporalité, donc on veut du 50-50. Alors que peut-être suivant les activités professionnelles de l'un et l'autre, c'est peut-être pas forcément cette formule-là qui serait la plus adéquate pour être le mieux avec son enfant. Peut-être que du 70-30 pourrait être tout aussi bien, parce que les 30%, le papa ou la maman va être à 200% disponible. Tandis que si c'est 50%, c'est pour mettre encore 20% à une nounou ou ailleurs. Donc je pense qu'on est dans un calcul vraiment du 50-50 et qu'on oublie des fois de voir effectivement quel est le temps que moi je suis prêt. Et si l'autre parent a un peu plus de disponibilité, tant mieux. Et à ce moment-là, on n'a pas 50-50, on a une autre fraction, mais ce qui compte, c'est l'enfant. Et je pense que ça, des fois, on oublie parce qu'on se base sur le droit. On a droit à 50, donc je veux mes 50. Peu importe comment. Et donc je pense que ça, en médiation, on a parlé de solutions, on peut permettre aux personnes d'y réfléchir et de voir effectivement comment ils vont utiliser leur temps et peut-être se rendre compte aussi. Et ce qu'on voit en médiation, c'est que les gens peuvent faire du sur-mesure, tandis que dans les tribunaux, ça va être plutôt du prêt-à-porter. Donc il y a ce temps-là qui peut être important, et la médiation demande peut-être plus de temps aussi que de passer en tribunal, plus de temps en séance elle-même, parce que là, il y a la temporalité du temps juridique qui des fois met longtemps avant, mais disons que le temps passé sur l'affaire lui-même est peut-être moins long que des gens vont s'impliquer directement en médiation, alors qu'au tribunal, on va peut-être laisser les avocats faire le boulot pour nous, et si on a un mauvais, on va râler dessus, ou l'autre en avait un meilleur, donc il y avait plus d'argent, et voilà. Surtout quand on constate à l'écoute d'un enfant qu'il y a un parent qui en souffre, parce que souvent c'est aussi ça le résultat du discours, comme on a constaté ce matin aussi. Il y a aussi un risque par rapport à cette tendance de l'hébergement, c'est de sanctionner un style de vie en tant que parent ou en tant qu'enfant. D'ailleurs, je ne sais
pas qui on sanctionne, mais je trouve qu'un jugement, quel qu'il soit, dans un sens ou dans un autre, est dangereux et qu'il faudrait vraiment voir cet enfant dans cette culture, comment est-ce qu'il vit. Et ça, peut-être plus au protectionnel, mais j'ai toujours été marquée, on parle de négligence des enfants, parce que les parents ne les conduisent pas tous les jours à l'école. On a bien sûr une obligation scolaire et plein d'autres choses. Et l'enjeu, c'est le placement. C'est ça qui pose problème. L'enjeu, c'est le placement. Et moi, en tant qu'avocat pour l'enfant, je dois dire, un enfant que j'ai vu, etc., et qui ne sait pas trop, on demande à un parquet et à un juge de dire, est-ce qu'il faut placer cet enfant? Est-ce que lui, dans sa culture de famille, est-ce qu'il faut tous absolument être universitaires dans les cases comme le juge? Ça, c'est bien. Quand on va à l'école, alors il y a le droit, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, c'est parce qu'il n'y va pas, il va être placé. C'est de ça dont on parle dans cet aspect-là. Et je trouve qu'il faut être prudent dans le fait que la culture amène un jugement. Là, maintenant, je trouve qu'on se tend vers l'importance du temps de qualité. Mais qui va nous définir le temps de qualité? Pour moi, c'est la même chose que l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Qui va définir qu'est-ce qui fait famille? L'enfant a le droit d'être en famille, mais qui définit ça? C'est le juge qui va définir ta famille. C'est ta famille d'accueil, c'est ta famille biologique, c'est tes parents qui ont l'autorité parentale. Ou est-ce qu'on permet à l'enfant de participer, de s'exprimer sur cette question et d'entendre la définition que lui donne? Et la définition que l'enfant donnera, au jour d'aujourd'hui, il la donnera sur base de ce que les parents et la société lui a imposé jusqu'à maintenant. Et donc, c'est toutes des questions qui doivent nous rester aussi en réflexion. Si par exemple l'enfant a le mauvais linge chez le père, comme on a vu ce matin, et qu'il préfère être chez la maman, est-ce qu'il y a des questions encore dans ce contexte? Oui, plein, ok. Alors voilà, là il nous faudra les 2 micros parce qu'il y a plein de choses qui interpellent. Alors, monsieur, on va commencer par vous. Merci. Patrice Mbognou-Motroy, avocat. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas des situations en matière de médiation dans lesquelles il serait recommandé d'exclure justement l'enfant, de ne pas prendre en compte la parole de l'enfant, notamment en matière de médiation familiale, par exemple pour éviter l'instrumentalisation ou le conflit de loyauté qui peuvent être un danger pour l'enfant? Alors, qui voudrait répondre à ça? Oui, donc cette question, c'est une question ingrate que tout le monde s'attendait quand même, parce qu'en effet, il faut en parler, et il faut parler des risques également. Voilà, ça me donne donc l'occasion pour rappeler que l'OCAJU, l'Ombudsman für Kinder und Jugendliche, donc a une nouvelle base légale. Il ne parle pas de médiation directement, c'est clair. L'intitulé Ombuds réfère également à l'activité de médiateur, d'être intermédiaire et de contribuer à une résolution de conflits. D'un autre côté, notre loi précise par exemple la gestion des réclamations. On est dans le complaint management qui aboutit, oui ou non, à des réclamations individuelles, oui ou non. Et donc, dans ce contexte, voilà, on a presque un tiers des personnes, des saisines individuelles, nous proviennent du domaine des divorces et de la séparation des parents qui se séparent, et où des questions concernant donc la situation de l'enfant se posent. Et voilà, c'est une demande récurrente que nous sommes sollicités à entendre l'enfant et à faire valoir la parole de l'enfant. Et c'est clair que donc cette demande provient souvent seulement par l'un ou l'autre parent. Maintenant, on devrait dire que chez l'Ombuds, tout enfant est entendu dès qu'on a connaissance que peut-être il faut l'entendre. Alors, seulement avec les quelques mois d'expérience maintenant, je suis devenu très très prudent parce que, en effet, comme tous les autres services aussi et professionnels, il faut toujours se demander se demander si vraiment c'est important d'entendre l'enfant, respectivement de faire cette analyse qui doit en fait entendre l'enfant pour que la parole de l'enfant
a son poids dans les procédures qui aboutissent à une décision. Et ça, c'est un peu le message que je donne souvent aux jeunes, respectivement, qui nous sollicitent également, mais c'est plus rare. Mais la réponse est également le message que je donne aux parents, à l'un de l'autre parent, ou bien également à des professionnels. Pour nous, en tant qu'Ocajou, c'est important que ceux qui préparent une décision qui va affecter le futur de l'enfant, c'est à eux, en primo, d'entendre l'enfant, de recueillir la parole de l'enfant, son opinion, et de les rentrer dans les procédures afin de les faire valoir dans le cadre de la prise de décision. C'est-à-dire, vraiment, on est très très prudent. On se demande d'abord, il faut faire le choix judicieux. Est-ce vraiment propice à entendre l'enfant, oui ou non? Ça peut s'avérer, oui, à partir d'un certain temps, on peut, donc on peut peut-être faire ce choix. Bon, c'est autrement lorsqu'un enfant s'adresse directement à nous. C'est clair que donc là, avec un coup de fil, quelqu'un qui se présente, qui nous écrit, etc., il est entendu immédiatement dans les meilleurs délais possibles, le jour même, si possible, respectivement de regarder pour garantir un cadre propice à vraiment entendre l'enfant. Là, c'est autrement, donc, mais pour l'instant, c'est la minorité des saisines individuelles proviennent des enfants directement. Je sais qu'il faut y travailler en tant qu'Ocajou aussi. En fait, dans le futur, j'aimerais que beaucoup plus d'enfants et de jeunes nous saisissent directement, et on va y travailler dans les mois à venir. Mais donc voilà, juste pour dire qu'en effet, chaque service, chaque professionnel doit se poser la question, est-ce vraiment utile, est-ce vraiment judicieux d'entendre cet enfant? Est-ce qu'un autre service ou un autre professionnel ne devrait pas le faire? Est-ce qu'également on participe à un certain acharnement diagnostique? On connaît des situations familiales où l'un ou l'autre parent vraiment s'adresse à une multitude de services et on n'est qu'un service parmi d'autres ou une instance parmi d'autres. Et donc là également, il faut veiller à ne pas causer des préjudices à l'enfant qui, à chaque fois, doit être exposé à témoigner, etc. Donc là, je crois, ça c'est toute l'affaire avec la traumatisation secondaire qui peut également se faire dans le cadre si on ne fait pas attention à cela. Un autre sujet, je crois, en ce qui concerne donc tout ce qui est conflit de loyauté et aliénation parentale, je crois que les autres peuvent revenir là-dessus. Voilà, on est toujours, donc il faut donner la priorité à la parole de l'enfant, c'est clair, mais également faire une analyse des intérêts qui sont en jeu dans la situation et puis prendre sa décision de l'entendre. Non. Mais monsieur parlait justement du danger d'instrumentalisation. On en parlait aussi sur le temps de midi et vous me répondiez à ça qu'il y a aussi l'expérience du médiateur qui saura quel contenu est suggestif et lequel ne l'est pas. Par rapport à la question de manière générale, je reviens un peu avec mon contenu de ce matin. Qui décide de priver l'enfant de ses droits? Et je comprends que nous, on peut être inquiet, mais on protège qui? Le professionnel ou l'enfant? Je ne sais pas. Et la question est vraiment ouverte. Hein. Ce n'est pas une question rhétorique. Mais l'enfant a le droit de s'exprimer et peut-être encore plus dans ces situations dont on pense délicates, j'imagine. Si on se questionne de le priver de l'usage de sa parole, et qu'il y a des éléments qui nous inquiètent. Et donc, qui on est pour le priver dans ce cas-là de pouvoir s'exprimer? Parce qu'on est en médiation. Je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je suis médiateur. Et là aussi, je crois qu'il faut être humble dans notre fonction et se dire, on ne va pas révolutionner le monde. L'enfant a un droit, et pour moi, au plus c'est compliqué, au plus c'est important qu'on puisse lui donner cette chance de pouvoir s'exprimer. Tout comme l'enfant a aussi le droit de refuser, de ne pas s'exprimer. Voilà, parce que là, on disait, il peut venir. Pour moi, la médiation doit toujours prévoir de recevoir l'enfant. Et ça, c'est comme devant le juge. Nous, en tant qu'institution judiciaire, ils doivent convoquer l'enfant. Là, on met cette limite d'âge, 12 ans. Mais il n'est pas obligé de s'exprimer, il n'est même pas obligé le juge, en tout cas, de venir. En médiation, mon cadre, moi, je veux juste qu'il vienne. Après, s'il décide de ne pas parler, il ne parle pas. Et quant à la question de l'instrumentalisation et du conflit de loyauté,
c'est aussi cette même utopie de penser que parce qu'on le convoque, on instrumentalise. Un enfant instrumentalisé l'est, qu'il vienne en médiation ou pas. Si la dynamique parentale, le conflit parental, le conflit dans ce dans quoi vous intervenez, fait que l'enfant est pris à partie par les enfants, acteurs ou autres, comme on a entendu dans leur témoignage, le fait de le recevoir en médiation ne sera qu'un miroir et qu'une information concrète en plus pour le médiateur, de dire, là je remarque qu'il est instrumentalisé. Parce que l'enfant, entendu, on prend en compte son opinion, mais il ne décide pas. On garde l'autorité parentale, et si ça ne va pas, le juge gardera cette mission de donner une réponse aux difficultés rencontrées par la famille. L'enfant ne décide pas. Il est entendu, ça c'est un droit qu'on lui offre, le rendez-vous est pris, il décide de se taire, très bien. Et s'il est instrumentalisé, en fait, il faut juste qu'on se dise en tant que médiateur, toute sa vie, il est instrumentalisé. Comme tout à l'heure, les deux petits, tout leur vécu de tripe, c'est de chercher à longer les murs et à partir de ce moment où papa et maman vont être là. C'est vrai que la médiation a été un rendez-vous en plus de chaque semaine, échange d'enfants. Moi, en tant que médiateur professionnel, c'est ce qu'on nous demande. Là, c'est demandé par les parents. Je suis mandatée par les parents de plus de fluidité, etc. Donc, il ne faut pas arrêter de se poser cette question. La question, en tant que professionnel, on doit toujours l'avoir en tête pour être prudent à tout ce dont on peut parler aujourd'hui. Parce que c'est nous, le professionnel, qui sommes garants, et ça par rapport aux outils spécifiques, on est garant de la sécurité de l'enfant. Dans ce qui se joue, il faut que notre cadre et notre enveloppe professionnelle puissent protéger l'enfant, quoi qu'il Marguerite. J'aimerais juste rajouter l'idée de l'article 3, tu l'as évoqué, je pense sans le dire, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc dans toutes ces décisions, laisser guider aussi par cette analyse des intérêts et qu'est-ce qui finalement est dans l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il faut l'aider? Est-ce qu'il faut l'informer davantage sur les risques? Est-ce qu'il faut le faire, l'informer sur l'existence d'avocats, par exemple, qui pourraient aussi plaider sa cause? Ou alors un des garants aussi du droit de l'écoute et de mettre en place un service comme le tien, donc une institution comme la tienne, indépendante, qui peut aussi plaider pour l'enfant dans les mesures qui sont, comme des recommandations qui sont à sa disposition. Donc, le droit d'être entendu est accompagné de différentes mesures, est à lire aussi et M. Van Kersbeek va me compléter, donc en relation avec d'autres articles de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc cette recherche, fondamentale de l'intérêt supérieur doit être présente dans toutes ces réflexions et sur l'enfant, ou avec l'enfant. Et j'aimerais plutôt dire avec l'enfant. Tout à fait, c'est vraiment l'esprit de l'article 3, c'est en fait donc, que cet intérêt supérieur de l'enfant est considéré de manière primordiale, et c'est une considération primordiale, et dans le commentaire, l'observation générale concernant cet article et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est renvoyé. Donc, une fois, c'est un droit fondamental, deuxièmement, c'est un principe, et troisièmement, c'est une méthode, c'est une méthode d'évaluation. C'est-à-dire l'enfant a le droit procédural à ce que dans son cas, on évalue son intérêt supérieur par rapport aux autres intérêts qui sont dans la situation, et que s'il y a plusieurs autres intérêts dans la situation, la considération de l'intérêt de l'enfant doit être considérée de manière primordiale. Donc, mais c'est une question de méthodologie, et je crois que ça, c'est notre défi commun que nous avons tous maintenant dans les années à venir, dans les différents champs professionnels, de se doter d'une méthodologie adéquate pour vraiment faire cette évaluation dans le cas individuel, et avec des critères transparents, dans la transparence d'abord, dans le contexte de la procédure, et puis définir des critères pour faire cette évaluation. Et cette observation générale indique clairement que toute évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se faire que
en appliquant également l'article 12, c'est-à-dire à considérer l'opinion de l'enfant. Donc c'est relié, c'est cette interdépendance des droits dans la Convention qui nous guide également dans ce cas à ne pas seulement être obstiné soit par l'écoute de l'enfant, respectivement, soit seulement par le décréter l'intérêt supérieur de l'enfant, voilà, auquel nous on assiste assez souvent. Voilà. Bon, on a fait un grand tour, mais j'espère qu'on a répondu à votre question qui était tout à fait judicieuse. D'ailleurs, dans des webinaires, j'ai entendu souvent la question « Est-ce que la parole de l'enfant est fiable ?» Et la réponse était souvent « L'enfant ne ment pas, mais il est immensément suggestible. » Donc, je pense que voilà, la question du oui ou du non doit se poser. Claudia Monti, notre ombudsperson, comme j'ai appris aujourd'hui, a une question aussi par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, merci. J'aurais peut-être plutôt une remarque ou plutôt des remarques. Premièrement, je suis tout à fait contente qu'on ait dit que ce n'est pas à l'enfant de se mettre à notre disposition, ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à nous, mais c'est l'inverse. C'est nous qui devons nous adapter à l'enfant et c'est nous qui devons nous mettre au niveau de l'enfant. Bon, normalement, j'aime bien mettre un peu le doigt sur ceux qui sont vraiment dans la dèche et sur ceux qui ne sont pas conformes. Parce que qui ne répondent pas aux normes qu'on a normalement. Je parle des enfants qui n'ont plus la parole pour s'exprimer, pour des raisons les plus diverses. Vous avez des enfants qui n'ont plus qu'un langage avec la violence. Alors, c'est à nous de savoir pourquoi il est violent. Violent vis-à-vis de soi-même, violent vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il a commis des infractions, peut-être qu'il s'automutile, peut-être qu'il ne mange plus. Il y a plein de formes de violence. C'est à nous de savoir pourquoi il ne s'exprime pas la violence. Il y a des enfants qui ont perdu la parole, qui ont vécu des choses tellement terribles qu'on ne peut même pas s'imaginer. On a vu ce matin, et terrible, c'est encore quelque chose de très subjectif. Ce matin, on a vu la jeune femme qui était traumatisée par l'attitude de sa belle-mère qui la comparaissait à sa propre mère, avec un certain dégoût. J'étais un peu étonnée qu'elle soit tellement traumatisée, mais c'est tellement subjectif, qui suis-je pour la juger? Et vous avez des gamins qui ne savent plus s'exprimer parce qu'ils ont un handicap physique ou psychique, ou mental. Alors, il y a vous avez donné l'exemple de l'enfant qui ne savait plus s'exprimer. Vous avez trouvé le moyen de communiquer. Il y a des enfants pour lesquels on peut dire ok, il a un handicap mental, qu'est-ce que tu veux en sortir de lui? Mais les enfants, ils ont tellement de moyens pour s'exprimer non-verbaux. Vous avez parlé on a vu l'exemple du jeune garçon qui grimpait le mur. Un enfant qui a un handicap mental peut parfaitement vous faire comprendre ce qu'il veut. Il faut juste s'adapter à lui, il faut se mettre à son niveau et il faut se permettre de dire cet enfant, il a quelque chose à me dire. Nous, on n'est personne pour dire qu'un enfant a à dire quelque chose ou non. Personnellement, je suis d'avis que tout enfant a droit à la médiation. Tout enfant peut s'exprimer. Et nous, on n'a pas le droit de dire telle personne ou telle personne ne peut pas s'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre, mais peut-être d'une façon différente à celle que nous, on pense généralement. Puis je peux m'empêcher de mettre un tout petit peu d'huile sur une notion dont je me méfie énormément. C'est la notion intérêt supérieur de l'enfant. On la met à toutes les sauces, et je l'ai vu à toutes les sauces. Donc, de grâce, il n'y a pas de définition, heureusement qu'il n'y en a pas, mais d'un autre côté, ça dépend énormément du professionnel, du vécu du professionnel, des opinions du professionnel, pour dire quel est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, oui, je veux bien intérêt supérieur de l'enfant, mais faisons quand même attention, ce n'est pas l'évangile non plus, et l'intérêt supérieur, c'est tellement élastique, donc méfiance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. On va rajouter un fauteuil ici sur scène, parce que sa place serait ici, en fait. On peut l'applaudir, parce que je pense qu'on est tous d'accord avec elle. Merci, Claudia Monti. Je crois qu'il y avait encore une question ici, monsieur. Ah, pardon. Vous voulez encore oui. Non, mais oui. allez-y. Non, mais c'est peut-être juste pour rebondir sur la dernière partie, sur la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Et je suis parfaitement d'accord pour constater que c'est une notion qui est mise un peu à toutes les sauces.
et qui est utilisé pour dire tout et son contraire. Donc oui, ça c'est vrai. Mais comme l'a rappelé Charles Schmitt, c'est une notion qui est aussi balisée. Et le premier élément de cette notion, le premier intérêt supérieur de l'enfant, c'est que l'ensemble de ses droits soit respecté. Hein, et donc, si on en fait une notion abstraite, on peut balayer tous les droits en disant, ben, dans ce cas-là, moi je pense que c'est ça la solution. Et si en plus on a une autorité, ben, on est considéré comme ayant pris une position, soi-disant dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais qui n'est pas effectivement dans le respect de ses droits. Donc, premier élément, le respect de l'ensemble des droits. Ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup de situations, des droits peuvent rentrer en contradiction. On a parlé de la situation d'enfants qui sont retirés de leur milieu familial. On ne va pas dire que l'État ne peut jamais retirer un enfant de son milieu familial. Il y a bien entendu d'un côté le respect du droit à la vie privée familiale. L'enfant doit premièrement s'épanouir dans sa famille et être élevé par ses parents. C'est un droit, mais c'est aussi... Et donc ce droit-là implique que les autorités s'abstiennent de faire une ingérence illégale et injustifiée dans le contexte familial. On ne va pas intervenir dans la famille parce qu'effectivement on n'est pas d'accord sur les critères d'éducation des parents, mais les autorités ont aussi l'obligation de protéger l'enfant. Protéger l'enfant, ça ne veut pas dire le retirer de son milieu familial dans tous les cas de figure. Ça veut dire mettre en place les aides, les soutiens, l'encadrement, la sensibilisation, etc. nécessaires, par exemple pour que les parents comprennent qu'on n'éduque pas un enfant en utilisant de la violence. Eux-mêmes ont été éduqués comme ça, ils reproduisent l'éducation qu'ils ont reçue, et donc peut-être qu'il faut d'abord les sensibiliser, les éduquer, les soutenir et les accompagner en leur montrant qu'il y a d'autres moyens de faire. Et donc on a deux droits qui peuvent rentrer en contradiction quand un enfant est gravement maltraité dans sa famille. D'un côté, on a les autorités doivent s'abstenir d'intervenir dans la famille, c'est un lieu qui est sanctuarisé d'une certaine façon, mais d'un autre côté, on a l'obligation des autorités de manière proactive à défendre. Et donc, dans un cas de figure comme celui-là, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant va nous amener, et c'est ce que Carole rappelait, la notion de procédure, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Quels sont les droits qui sont en cause, quels sont les droits qui seraient atteints si on prend l'une ou l'autre décision, et comment est-ce qu'on peut atténuer les risques d'atteinte à certains droits. C'est jamais un exercice facile à faire, mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en compte, notamment le point de vue de l'enfant. Et l'enfant, s'il a la possibilité d'exprimer ce qu'il pense, ce qu'il vit, etc., c'est un élément à prendre en compte. De nouveau, pas sacralisé, parce qu'un enfant qui est maltraité dans sa famille peut, et là ça nous ramène à la question qui avait été posée sur l'instrumentalisation ou bien ce conflit par rapport à ses parents. Un enfant peut protéger ses parents, même les parents maltraitants. Et donc, il faut entendre l'enfant et il faut être capable de pouvoir placer cette audition, ce que l'enfant dit, dans un contexte déterminé. Donc, je pense que là, il faut une démarche honnête, une démarche qui prend en compte toute une série d'éléments et qui permettent de faire cet exercice de balance d'intérêt. Ça me donne l'occasion de peut-être pointer un élément qui m'a un petit peu interpellé dans la réglementation ici au Grand-Duché, c'est l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qui concerne les enfants migrants. Où, à la première lecture, je me suis dit, voilà un pays qui a une commission qui est chargée d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de la migration. Et puis quand on analyse la composition de cette commission et les conflits d'intérêts, ils ne sont pas dans le chef de l'enfant, ils sont dans le chef des représentants dans cette commission. On ne peut pas être à la fois là pour analyser l'intérêt supérieur de l'enfant tout en ayant pour mission de faire appliquer et respecter la politique migratoire d'un État. C'est pas possible, on ne marie pas l'eau et le feu de cette façon-là. Et donc, une commission honnête qui est chargée de vérifier l'intérêt supérieur d'un enfant migrant, qui est aussi
je dirais, pris dans des conflits multiples d'intérêts. D'un côté, vivre dans un pays nanti, peut-être en ayant plus de chances d'éducation, mais en étant coupé de ses racines, et de l'autre côté, être ramené dans son pays d'origine, peut-être dans ses racines, mais en vivant éventuellement dans la pauvreté ou n'ayant pas les mêmes chances dans la vie. C'est pas une décision facile à faire, il faut l'individualiser. Mais on ne peut pas faire cette évaluation si on a des intérêts professionnels qui sont impliqués là-dedans. Donc voilà un petit peu pour nuancer cette notion d'intérêt de l'enfant, à manier avec précaution, mais il y a quand même un certain nombre de balises qui nous permettent d'avancer là-dessus. Merci Benoît. Alors il y avait une question ici devant encore. Est-ce qu'on a le micro à porter? Madame, je vais venir vers vous dans un instant. Il y avait monsieur encore avant. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous avez traité le sujet que je voulais aborder tout à l'heure, surtout celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vais juste élargir un peu la problématique. Bon, vous, c'est au niveau disons, institutionnel et au niveau de la médiation au quotidien, à laquelle certains de nous certaines nous sont confrontés. On est souvent confrontés à la question, oui, le bien de l'enfant, ça peut être pas manger du Nutella, ne pas faire de la plongée avec le père, et c'est un critère auquel on est systématiquement confronté. Oui, on le fait pour le bien de l'enfant. C'est sûr que les deux parents ont une perception totalement différente et le bien de l'enfant. Bien sûr, on peut toujours demander à l'enfant qu'est-ce que ça signifie, mais en tant que médiateur, on est en principe exposé aux divergences des parents vis-à-vis de l'éducation de l'enfant. Donc, juste pour vous dire qu'en tant que médiateur sur le terrain, on est confronté également à ce principe-là, et je dois vous dire, je suis un peu démuni. Oui, de toute façon, l'un peut être l'intérêt de l'enfant et l'autre aussi. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant ce que vous avez dit, Charles Schmitt, que c'est une méthodologie. Et effectivement, également avec les parents, il peut être utile de voir avec les parents quel est l'intérêt supérieur de l'enfant pour vous. De travailler avec eux pour qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui n'est pas manger du Nutella ou se coucher à 8 heures au lieu de 9 heures, ne pas avoir tel copain ou tel autre, mais que c'est un besoin, que c'est un concept. Et si on va dans ce sens-là, c'est possible de travailler de manière efficace. Comme par exemple de dire, des parents qui se chamaillent pour des cartes d'identité, pour qu'un des parents puisse partir en vacances avec les enfants. Il y en a qui veut s'y opposer, qui ne contribue pas pour les cartes d'identité. En médiation, on peut dire, quel est l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant? C'est, oui, de partir en vacances de manière satisfaisante. Qu'est-ce que tous les deux, vous pouvez faire pour y arriver? Et donc, je trouve ça intéressant ce que vous avez dit, que c'est une méthodologie, mais dans la vie quotidienne du médiateur, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on est souvent désarmé. Il y a un deuxième commentaire, si vous permettez, c'est concernant la parole de l'enfant. Oui, indispensable de l'écouter toutes les fois que c'est possible, que l'enfant le veut, mais le situer dans le contexte à qui l'enfant parle. Parce que si l'enfant parle au médiateur, ça ne suffit pas. L'enfant s'adresse à d'autres gens. Et il s'adresse aux parents. Et je pense qu'il est indispensable de voir dans le contexte médiation, de voir le relationnel. Parce que nous, en tant que médiateurs, en principe, on ne traite pas le problème, on traite la relation. Et puis voir la parole de l'enfant pour être certain que ce que l'enfant dit passe de manière utile et satisfaisante auprès des parents. Pour que les parents apprennent ce que l'enfant a à dire. Je crois que c'est ça notre rôle en tant que médiateur. Faire passer la parole de l'enfant auprès des parents. Et puis pour permettre aux parents, parce que vous avez souvent posé la question, qui peut se permettre de prendre la décision. Qui ont la responsabilité, qui ont l'autorité parentale, qui sont là pour prendre la décision pour les enfants. Et de faire en sorte qu'ils aient les informations qu'il faut, notamment la position de l'enfant, pour qu'en connaissance de cause, il puisse prendre une décision. Là, je reviens à nouveau à la position du médiateur, qui doit donner aux parents les ressources pour prendre des décisions en commun. Et c'est pour ça, pour moi, c'est important, disons, de voir la parole de l'enfant dans le contexte de relation parentale, pour que cette parole ait de l'effet. Et parce que la parole de l'enfant en soi, vis-à-vis du médiateur, oui, c'est important, notre posture vis-à-vis de l'enfant, c'est important, mais c'est après à nous de voir qu'est-ce qu'on fait avec cette parole pour la faire valoir, pour l'utiliser au niveau de la relation parent. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais juste dire que
à aucun moment dans mon choix et ma posture de médiateur, je n'envisage l'enfant comme un outil pour servir les adultes. Et donc, je vais pas être... Alors c'est évident, et ça je l'explique à l'enfant ne décide pas où il va dormir, qui va payer quoi pour lui, ça c'est fait qu'on le laisse aux adultes. Mais comme faisant partie d'un tout, d'une famille, l'enfant, on est quand même en train de débattre sur où est-ce qu'il va habiter, où est-ce qu'il va faire son nid, si on reparle un peu en termes sauvages. Peut-être dans quelle situation, dans quelles conditions matérielles l'adulte va décider pour lui où il va vivre. Donc moi, c'est vrai que quand je reçois l'enfant, c'est pas en vue de prendre sa parole, merci, tu m'as bien aidé, ciao. Caricature, et puis après je rends aux parents qui, eux, décident. Les parents vont décider, quoi qu'il en soit, ça fait partie du message et de l'information et de la transparence dont l'enfant a droit, mais il a entendu, et j'espère que le juge voit ça aussi, c'est pour lui donner sa place à lui, l'enfant. Vraiment. Et avec tout ce que vous dites, bien sûr que ce sera aux parents de prendre la décision, et s'il n'y arrive pas, un juge tranchera. Ça, c'est évident, c'est important de le dire aux parents. Et encore une fois, le tableau n'est pas complet quand on n'a pas écouté l'enfant. Madame, il y a une question de votre part? Oui, j'ai une question sur la médiation scolaire. Pour la médiation scolaire, le type de la médiation, est-ce qu'il est directif directif parce que les participants concernant ce sont des enfants. Est-ce que les enfants peuvent créer des solutions à la médiation, comme dans la médiation familiale, ou bien on a besoin le médiateur aide les participants à créer la solution satisfaite pour les deux. Et une autre chose, aujourd'hui, la conférence porte sur la présence d'un enfant. Pour la présence d'un enfant dans la médiation familiale, oui, il y a un paradoxe comme nous savons, mais dans la médiation scolaire, la présence d'un enfant, est-ce que la médiation par pair, la présence médiation par pair, cela veut dire les élèves sont médiateurs? Merci. Vous avez lu dans mes pensées, parce que justement, je voulais en venir à la médiation scolaire. Lise Despines, vous vous sentez impliquée? Ben oui, forcément, là, vous touchez à mon domaine. C'était Madame. En fait, je vais faire... si on est dans un conflit né d'une procédure, d'une mauvaise interprétation de la loi, etc., on se demande, ça va dépendre au cas par cas, et ça dépend à quel point on est dans le conflit. Mais généralement, on n'appelle pas l'enfant dans la médiation parce qu'on est dans une pure question de procédure qu'on va résoudre entre adultes. L'enfant n'a même pas besoin de comprendre pourquoi l'adulte a interprété la loi de telle manière ou de telle manière. Donc là, on est dans la procédure. Mais si maintenant on est dans le purement émotionnel, ou si même ce conflit a engendré un autre problème émotionnel, et qu'on sent qu'on a besoin de l'enfant pour que l'enfant se sente à nouveau à confiance dans son environnement, dans la communauté scolaire, bien évidemment, on va appeler l'enfant avec nous. On va faire attention parce que on a souvent les parents qui traînent les enfants chez nous dans le bureau pour dire « il va vous raconter ce qu'il y a à raconter ». Et là, on fait très attention aussi, mais comme dit, c'est au cas par cas. Mais on ne va pas ignorer l'enfant si l'enfant a besoin de parler avec nous. Après, c'est à nous de faire la sélection de ce qu'on peut emmener et de ce qu'on garde pour nous. C'est important de garder beaucoup pour nous, parce qu'ils nous disent beaucoup de choses dans l'émotionnel, qui finalement n'intéressent pas la communauté scolaire. J'ai pu répondre à votre question. Oui. Merci, Lise. Si vous permettez. Alors, justement, oui, Charles, vas-y. Si vous permettez, j'aimerais juste pour le protocole rappeler que c'est très très important que la loi
du service de médiation scolaire soit modifié dans le sens que chaque élève puisse directement contacter le service de médiation scolaire. Je sais, Monsieur le ministre n'est plus là pour l'instant, mais peut-être il y a des témoins dans la salle. Donc, pour lui transmettre ce message, c'est très important d'avoir sur tous les niveaux du système éducatif des gestionnaires des plaintes, des personnes auxquelles les enfants puissent s'adresser directement et notamment également au service de médiation scolaire. C'est très important. Et même si déjà la pratique aujourd'hui, c'est que certainement, voilà, vous accueillez des enfants qui s'adressent directement à vous, mais donc on a une pratique qui est plus développée que la base légale. Et maintenant, il faudrait voir dans d'autres domaines aussi, dans d'autres domaines administratifs également, faire en fait le screening de toutes les procédures administratives qui existent, où l'enfant, pour l'instant, ne peut pas encore saisir directement, à partir de l'âge de discernement, donc directement les institutions respectives. Alors justement, restons quand même avec cette médiation scolaire, parce que c'est quand même aussi un des thèmes de notre journée, parce qu'on a beaucoup parlé du familial. La thématique, elle était un peu autre. On sort les parents, pour une partie, on met peut-être aussi des étudiants qui ont des problèmes entre eux, donc où la médiation doit suivre un peu la logique des personnes impliquées. Le but de chaque médiation, c'est de construire la paix, et c'est pas différent aussi dans le milieu scolaire finalement. Non, justement, j'allais demander à madame qu'elle entendait par médiation scolaire. Il y a le service de la médiation scolaire, donc avec le médiateur scolaire qui règle les conflits, parfois de procédure, comme madame Despines a expliqué, mais il y a aussi la médiation scolaire qu'on a déjà connue depuis une vingtaine d'années entre pairs, donc où les jeunes sont formés à résoudre leurs conflits, ou un médiateur scolaire qui met devant lui deux élèves en conflit et qui leur aide à trouver la solution satisfaisante pour eux. Ce projet, je ne sais pas s'il y a des collègues qui passent parmi nous, va être changé un petit peu, il va perdurer, donc il va continuer à exister sous une autre forme appelée Estime. Donc Estime, c'est un jeu de mots, Estime et voilà, Estime. Donc à une double dimension, celle de l'action, donc la création d'actions, former les enseignants aussi à aider les élèves à formuler un projet par exemple, mais toujours avec la deuxième dimension du règlement du conflit ou du différend par les élèves eux-mêmes avec l'aide d'une personne donc formée à cet effet. Parce que le corps enseignant, en quelque sorte, est déjà aussi, si on peut le dire ainsi, pré-médiateur. Il y a aussi des compétences qui doivent rentrer dans leur capacité et déjà de trancher, d'anticiper les conflits. Je pense que les enseignants ont une formation solide en matière d'écoute, pouvoir écouter, analyser, entendre le conflit un petit peu. Et donc ils ont la classe, la salle des classes, l'espace parole. Effectivement, avant, j'allais énoncer que, comme on est en train de faire un état des lieux sur les projets existants, comme la participation se fait encore sous forme de projet non institutionnalisé, donc il y a de plus en plus, en fait, j'aimerais dire, d'écoles qui créent maintenant des espaces, des conseils des classes, des comités, des parlements. Il y a toute une panoplie de dénominations différentes, mais toujours avec l'idée de faire participer les élèves, de leur donner un espace, un temps dans lequel ils peuvent s'exprimer, dire leurs priorités et ce qu'ils aimeraient voir changer au mieux des cas. Parce que Paul, je vais un peu être provocateur là-dedans. D'un côté, la violence augmente dans les établissements scolaires. Je pense que c'est un constat un peu généralisé. D'un autre côté, la médiation, elle fait défaut ou elle est peut-être encore dans les chaussures d'enfants. Non, en fait, il faut savoir que la médiation scolaire existe depuis 1999. En fait, le projet a commencé en 1999. C'est vrai qu'il y a eu également peu de recours à la médiation elle-même. Et par contre, je pense que peut-être l'erreur, c'est de dire on va faire de la médiation et ça va résoudre le problème de la violence. Je pense que si la médiation résoudrait la violence, il n'y aurait déjà plus de guerre. On va déjà commencer par les adultes avant de commencer par les enfants là. Mais c'est vrai qu'il y a eu peu de retours. Par contre, tous les élèves qui ont participé à ces formations pour devenir médiateurs ont acquis des compétences sociales. Et donc, avec le recul, on sait que certains élèves
ça leur a ajouté un plus à leur CV pour pouvoir avoir un emploi. Donc il y a quand même ces compétences sociales qui ont servi. Et d'ailleurs, le lycée ici à côté, à l'Île-Marie, c'était quand même un des premiers, un des pionniers en la matière de médiation par les pairs, et qui ont même développé les compétences sociales de ces médiateurs par les pairs dans le cadre du groupe, puisque c'était aussi un lycée qui a permis, donc il y a des coachs, donc c'était des enseignants qui allaient suivre le projet et des adultes, donc ils ont aussi intégré des parents, et donc ça s'est quand même fait un peu dans la durée. La différence, c'est que par exemple en France, lorsqu'ils mettent en place des projets de médiation scolaire dans les écoles, il faut à peu près 70-80% du personnel de l'école qui supporte le projet. Alors qu'ici, c'est plutôt un projet déjà qui est tout prêt et que, je veux dire, une poignée d'irréductibles pourront le piocher et que peut-être à 4-5, ils vont pouvoir malgré tout le démarrer. Et donc, ça pose la question de la représentativité de ce projet dans l'établissement pour y avoir recours par la suite. Mais donc, effectivement, là, maintenant, ça a changé de nom en S-Team. Donc, il va englober d'autres mesures qui vont aider notamment à une approche contre la violence dans les écoles. Mais je pense que la médiation, c'est une des pierres, mais ce n'est pas la médiation qui va faire le mur. Ce serait trop simple, oui. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des liens entre médiation familiale, médiation scolaire? Les approches sont un peu les mêmes ou carrément différentes? Là, c'est intéressant qu'on échange avec Lise sur ces pratiques de terrain, mais je crois qu'en tout cas sur la posture et la réflexion sur les outils, on peut faire beaucoup de points. Parce qu'on n'est pas en train de déterminer où il va dormir, mais peut-être où est-ce qu'il va apprendre, son réseau social, son comportement social éventuellement. Et là, ça m'intéresse d'avoir vraiment une représentation précise de ce qui est traité en médiation. Notamment la discussion entre pairs, évidemment, ça fait un sens. Mais là, j'ai vu, par exemple, en familial, vous avez pris les 2 fils en même temps. Est-ce que vous avez aussi mené la réflexion de les prendre un par un ou... Ils ont été vus avant, individuellement. D'accord, oui. OK. Là, c'est séance familiale. D'accord. Il y a des questions à ce sujet? Encore? Oui, madame? On attend le micro. D'ailleurs, je rappelle aussi à tous nos téléspectateurs YouTube que vous pouvez aussi poser vos questions en chat. Madame. Bonjour. La question, est-ce que l'enfant fait une partie de la problématique du conflit? Est-ce qu'il fait une partie du conflit des parents? C'est oui. Quels sont les effets de la participation de l'enfant pendant le processus de la médiation familiale? Et il y a une différence entre l'influence de la participation de l'enfant si avant la séparation des parents ou après la séparation des parents, il y a différents effets sur le processus de la médiation. Est-ce que je suis claire? Pour la deuxième partie, je ne comprends pas bien. Vous voulez dire quel est l'effet sur l'enfant selon qu'il est pris dans le conflit avant la séparation ou après? Oui. En fait, la place de l'enfant, la parole de l'enfant a des effets positifs sur le processus de la médiation avant la séparation des parents, plus qu'après. Est-ce qu'il y a une différence, les effets, l'intervention de l'enfant dans le processus de médiation? Moi, quand j'interviens comme médiatrice, les parents sont déjà séparés toujours. Donc, par contre, je pense que c'est fort intéressant et c'est pour ça tout à l'heure j'ai eu l'opportunité d'échanger quelques mots avec une pédiatre qui est ici parmi nous. Toute cette première ligne qui est là, avant juge, avant avocat, avant médiateur, avant tout, avant problème scolaire, qui sont là dans le quotidien vraiment de l'enfant, ce sont vraiment des pépites.
pour cette parole de l'enfant, parce qu'eux sont dans un quotidien, la tante, le pédiatre, justement, ce sont des personnes, des interlocuteurs pour l'enfant qui arrivent quel que soit le contexte et qui peuvent prendre une parole à tout moment, avant problème, avant difficulté. Donc ça, c'est juste au niveau avant-après. Moi, je n'ai pas d'expérience. La seule expérience que j'ai, c'est dans le travail de prévention, où on travaille avec toutes ces maisons médicales, avec les centres de planning, avec les instituteurs, les éducateurs qui vivent avec l'enfant dans le quotidien. Pour moi, eux, ce sont vraiment les premiers qui doivent être outillés dans la réception de la parole de l'enfant au travers d'une rencontre. Mais je pense que ce que Madame voulait dire aussi, c'est est-ce que l'apport de l'enfant ne serait pas plus bénéfique avant la séparation, c'est-à-dire de recourir à la médiation déjà en temps de crise, pour parler ainsi. Alors là, on parle de thérapie familiale ou de couple et séparation, bien sûr, peut-être. Avant, donc là, oui, c'est un psychologue qui fait des thérapies familiales. Il faudrait poser la question. Je pense qu'aussi la différence peut aussi venir du choix des parents ou de la connaissance des parents de la médiation. Soit ils entament un processus de séparation et ils se disent, ils ont eu connaissance de la médiation, ils vont d'abord essayer par la médiation, ou effectivement ils passent directement par les tribunaux et ils reviennent par les tribunaux en médiation. Donc c'est plutôt une connaissance des parents finalement, ou peut-être aussi c'est le travail qu'on doit faire en tant que centre de médiation avec l'ALMA, de promouvoir le recours à la médiation, même en amont de poursuites judiciaires. Et effectivement, si on parle de la place de l'enfant dans la médiation d'une façon globale, il faut savoir que ce n'est pas le cas au Luxembourg. On a des petits cas particuliers, mais sinon ce n'est pas du tout la norme. Mais je veux dire que si les parents, il y aura plus de parents avant la médiation, avant le tribunal qui vont s'entendre dans le cadre d'une médiation, s'il pourra y avoir effectivement les enfants avant aussi. Mais je pense que c'est plutôt la démarche des parents, par où ils arrivent en médiation finalement. Est-ce qu'ils arrivent parce qu'ils en ont entendu parler, ou par le réseau aussi, pédiatre, réseau psy, qui dit tiens mais essayez la médiation peut-être, qui vont y aller, ou si c'est effectivement qu'ils entament directement des démarches au niveau d'un tribunal et qu'ils reviennent par ce biais-là. Pourquoi moi je demande ça avant la séparation des parents? Parce que si l'enfant ne fait pas partie du conflit des parents et ne décide pas seulement, elle aide les parents à décider avant. C'est-à-dire c'est l'intérêt des enfants ici différent après la séparation. Après la séparation, en fait, il y a où il habite, c'est ça, c'est les visites, où il habite ou autre chose. Pour ça, je demande quels les effets, quel rôle l'enfant joue dans le processus de médiation avant la séparation ou après. C'est tout simplement une question, je ne sais pas. Moi, je suis débutante de la médiation. Pour ça, peut-être c'est une question pas très... Il y a vraiment plusieurs réflexions sur à quel moment on travaille cette dynamique familiale et la place de chacun. On avait réfléchi dans le modèle de consensus de faire une collaboration avec les maternités pour qu'en même temps que l'assistante sociale ONE qui passe, il puisse y avoir des intervenants. C'est un projet vraiment qui est encore à sa réflexion. Travailler déjà cet enjeu d'une entente parentale et de la place que l'enfant va prendre. Voilà, au plus c'est tôt. Et puis il y a aussi toute cette question dans ce que vous dites et de ce que je peux peut-être comprendre. Quand est-ce que l'enfant a commencé à être instrumentalisé par la dynamique familiale, je pense, ou parentalisé, ou je ne sais pas quel est le thème, mais là parfois les parents n'ont pas attendu d'être séparés pour que l'enfant ait déjà un rôle de décideur peut-être dans sa famille vis-à-vis de l'un ou l'autre parent. Et alors le fait que ça intervienne après, ça n'est pas lié à la séparation, c'est une culture presque de famille d'avoir donné cette place à l'enfant. Oui. Et merci beaucoup. Ce que je peux au moins
confirmer, c'est qu'il y a un grand besoin de médiation après les décisions judiciaires. Ça, c'est quelque chose que nous, on remarque, parce que, en fait, oui, nous, on commence, parce que vous avez dit ce matin, vous n'avez pas eu de situation où l'un ou l'autre dit non par rapport à entendre l'enfant, par exemple. Voilà, dans nos cas, souvent, on commence avec les non que les gens expriment par rapport à l'un ou l'autre, par rapport à différentes idées. C'est-à-dire quand même, tout à fait, donc on est souvent déjà après que les décisions judiciaires ont été prises et que finalement ces décisions, même si elles ont été préparées maintenant avec la médiation dans le cadre de la médiation dans le cadre des procédures de divorce, quand même après 6 mois, 12 mois, après un an et demi, les personnes constatent, l'un ou l'autre parent constate, ou bien les enfants constatent que ça ne marche pas. Donc là, il y a encore beaucoup d'autres aspects qui ne sont pas encore clarifiés, des questions matérielles, des questions, etc. Donc d'autres décisions qui alors doivent être prises sur base de l'autorité parentale conjointe, normalement maintenant avec... Et des enfants déçus qui ne comprennent pas. Qui Tout à fait. Je vous avais dit que... Voilà. Et donc là, je plaide vraiment pour plus généraliser l'accès à la médiation. Et c'est comme Madame Monti a dit, en fait, l'enfant devrait avoir un droit à la médiation. Il faudrait en fait donner aux enfants, à partir de l'âge de discernement, la possibilité de déclencher une procédure de médiation post-judiciaire, je dirais, donc après les décisions, pour au moins donner le message aux parents que voilà, il y a là quelque chose qui mériterait à être donc à se mettre ensemble et à trouver de nouvelles solutions. Mais pour cela, se poserait quand même la question de l'âge aussi. Tout à fait. Mais là, on a, avec la nouvelle loi de 2018, on a la possibilité que l'enfant, à partir d'un certain âge, puisse écrire au juge. Pourquoi ne pas lui donner la possibilité, un chèque médiation, je dirais, pour déclencher, par exemple, juste sur base volontaire, par rapport à l'Office national de l'enfance, par exemple, il pourrait se présenter à l'OANE, des guichets régionaux, et dire, voilà, mes parents se bagarrent encore une fois, j'aimerais essayer j'aimerais demander une médiation pour ceux qui ont fait de bonnes expériences avec la médiation auparavant en tant qu'enfant. Ok. Encore des questions? Non? Si? Ah, Claudia, pardon. Ganz ehrlich. Je peux m'en empêcher, c'est plutôt encore une réaction. Je crois que c'est très 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 important, c'est justement dans le cadre de la question de Madame, c'est de ne pas donner l'illusion ou l'impression à l'enfant d'avoir une responsabilité, que ce soit lui qui doit justement concilier les parents, que ce soit lui qui doit faire en sorte que ça se passe bien. L'enfant est tout à fait victime là-dedans, ou responsable, absolument pas. C'est le ballon entre certains adultes, respectivement, c'est celui qui subit. Et il ne faudrait pas que l'enfant ait l'impression que ce soit maintenant à lui de faire quoi que ce soit. Et il m'est arrivé d'avoir des enfants qui avaient, c'est surtout des filles, qui avaient 12-13 ans et qui se sentaient énormément responsables pour que le petit frère, par exemple, ne subisse pas les mêmes douleurs qu'elle a subies. Donc, il faut faire très attention de dire est-ce que l'enfant ne doit pas intervenir, est-ce que l'enfant ne doit pas faire ceci ou cela. L'enfant a le droit à quelque chose. C'est un sujet qui a la possibilité d'agir, mais dans son propre intérêt. Il ne doit rien à ses parents à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut vraiment aussi faire comprendre à l'enfant que lorsqu'il vient voir le médiateur, il a droit à l'immunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peu importe ce qu'il dit, il ne va pas faire mal à papa ou à maman, c'est son droit de le dire. Si papa ou maman, ils ont mal, c'est leur problème à eux, mais ce n'est pas le problème au gamin. Et même si l'enfant, il ment pour une raison X ou Y, il y a toujours une explication quelque part. Et quelque part, l'enfant a toujours subi une évolution. Pourquoi il ment? C'est à nous, professionnels, à un moment donné, d'en déterminer les causes. Mais l'enfant ne devra jamais être puni ou menacé, genre tu vas voir maintenant le médiateur, si jamais tu dis pas la vérité, c'est que la police vient te chercher. Des choses dans ce genre-là. Donc, il faut
toujours être à l'écoute de l'enfant, être super sensible et on peut aussi étouffer un enfant en lui disant « tu as le droit, hein, tu vas y aller chez le médiateur, hein, mais tu vas y aller. Et surtout, tu n'oublies pas de lui dire ceci et cela. Hein. » Donc c'est à nous de faire les balances. Voilà. Ouais, c'est très bien dit. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, se pose aussi pour moi la question de la confidentialité, encore une fois. Admettons qu'un enfant s'ouvre parce que la médiatrice est sympa, et en même temps, l'enfant, il dit « mais je veux surtout pas que mes parents le sachent ». Comment est-ce qu'on gère une situation comme celle-là? Même si elle serait un peu salvatrice pour le flux du dossier. Moi, par rapport au secret, c'est juste... Pardon, j'ai peut-être rajouté une couche là. Ouais. Par rapport à ce qui est dit, c'est une bonne idée que post-médiation, post-jugement, post-décision, on puisse avoir un rendez-vous et qu'on puisse prendre en compte la remarque qui est faite. Il ne faut pas qu'il porte ça, ce devoir, l'enfant, et donc le faire de manière systématique. De nouveau, rendez-vous est pris. Il est honoré ou pas, ça c'est un autre débat, mais il est pris. Et c'est ce que j'expliquais dans la posture de non-choix. En fait, on vous propose ça et c'est comme ça. Après, ils ne viennent pas, c'est pas grave, mais ça permet de les responsabiliser parce que j'arrivais pas à me connecter sur ça. Et c'est une question qui n'est pas facile. Quand l'enfant révèle quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'on a tous ces obligations de protéger l'enfant de manière plus globale et pénale. Mais il faut, je crois, là, être vraiment supervisé dans est-ce que si on sort cette parole, maintenant il faudrait être dans du concret pour vraiment voir de quoi on parle, mais si l'enfant nous dit voilà, je suis extrêmement maltraité, je vis des choses difficiles, mais je ne veux pas que vous en parliez, que fait-on de cette confidence? Il faut être prudent sur le fait que dénoncer ce qui se passe pour protéger l'enfant ne va pas toujours protéger l'enfant. Je parle avec ma casquette avocat du mineur, mais il faut en tout cas être sûr que si on va porter cette parole de l'enfant puisse être de facto protégé des risques qu'il vit. Et là, je serais vraiment très intéressée d'avoir l'avis d'entendre ce que vous avez à dire sur la question du signalement, mais en tout cas, moi, dans ma posture, je réfléchis beaucoup. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours tenu un secret professionnel malgré des déclarations délicates, mais pas sans rien faire. Là, c'est ce que je retiens par rapport aux maltraitances ou autres. Le professionnel ne peut pas ne rien faire. Maintenant, est-ce que faire, c'est automatiquement aller dénoncer? C'est notre obligation légale, mais... Vous êtes officier de police judiciaire pour ce volet-là? Pour dénoncer... Non, je suis avocate qui suis parfois consultée et qui est des confidences aux médiatrices. Est-ce que le médiateur est en quelque sorte... oui, est-ce qu'il doit être dénonciateur de quelques problèmes graves qui soient? Comme tout citoyen, on a cet article, en tout cas chez nous au pénal, après je ne connais pas votre équivalent, mais je suis sûre qu'il existe. Que si on a connaissance de maltraitance, on doit autrement c'est une non-assistance à personne en danger. Donc ça, c'est citoyen. Et comme professionnel qui travaille avec l'enfant, ça augmente la responsabilité à mon sens. D'accord. Charles. Oui, je crois que les collègues médiateurs et ombudsperson peuvent enchaîner. Donc d'abord, en tant que fonctionnaire, on est lié au statut du fonctionnaire avec un article 23 qui dit qu'il faut donc il faut informer en cas de délit et de crime. Et donc là, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix si on a donc connaissance. Il faut le signaler maintenant. En ce qui concerne donc la protection de l'enfance, j'aimerais que la législation devrait être précisée. Donc le texte respectif dans la loi de 1992 énumère certains motifs, comme par exemple l'absentisme scolaire. Alors là, j'ai des difficultés à faire à chaque fois un signalement lorsqu'il y a un absentisme scolaire. Donc il faut vraiment là préciser. Il faudra préciser donc cette procédure
signalement. Il faudra aussi développer des alternatives, notamment recourir à l'instrument que les Français ont introduit avec la communication de l'information préoccupante pour en fait éviter que des personnes ne signalent pas des situations, ne communiquent pas des situations préoccupantes parce qu'ils ne veulent pas déclencher des procédures judiciaires qui peut-être voilà, dont ils ont crainte, dont ils ont peur de déclencher quelque chose où ils ne savent pas où ça va aboutir. C'est-à-dire il faut donc là nuancer et préciser la législation. On espère que dans la future loi sur la protection de l'enfance et l'aide à l'enfance de la famille, on aura donc là ces possibilités. Et c'est tout à fait clair que donc, dans le cadre de la médiation, également de la gestion des réclamations, parce qu'en fait, l'OCAJU ne se considère pas comme service de médiation familiale, mais comme instance qui reçoit des réclamations et qui, donc, dans le cadre de ces informations, il faut faire cette évaluation et être transparent par rapport aux enfants, le cas échéant, où on est tenu à faire d'autres démarches, je crois, ça c'est clair. Lorsque certaines informations sont transmises, il faut dire que l'OCAJU peut être saisi par tout enfant, jeune, adolescent ou parent, respectivement personne investie de l'autorité parentale. Il ne peut pas être saisi directement par des professionnels, mais quand même, on reçoit des informations des professionnels, c'est très important, et pour ça, le législateur nous a donné le moyen de l'autosaisine, c'est-à-dire on peut s'autosaisir d'une situation pour avoir plus d'informations, c'est-à-dire on peut déposer un témoignage auprès de l'OCAJU sur lequel nous, on va faire une autosaisine et on va demander des informations plus précises afin d'évaluer la situation, et le cas échéant, oui, en effet, on peut être contraint à faire un signalement en justice. Mais je crois que c'est une... Voilà. Mais voilà, donc là, peut-être les autres collègues, parce qu'on avait des discussions à ce propos également au début de l'année, donc c'est une question qui se pose à nous tous, comment... Donc, pour l'instant, le législateur n'immunise pas le médiateur ou l'ombudsperson de faire un signalement le cas échéant. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de conclure tout doucement. On est à 20 minutes de l'échéance. Mais pas de souci, on va. Paul, il a des problèmes à conclure, oui. Alors, non, je dis par rapport à la question, c'est vrai qu'on est vite parti sur quelque chose qui pourrait être un secret dramatique, mais ça pourrait être tout simplement dire moi je veux ci, sans forcément qu'il y ait des choses répréhensibles, on va dire. Donc, par rapport à ce lien de confidentialité qu'on pourrait avoir avec l'enfant, je me dis que c'est à voir avec lui à ce moment-là comment est-ce qu'il veut qu'on l'utilise, j'imagine, je ne sais pas. On a très peu d'expérience à ce niveau-là, mais... C'est le cas de la jeune fille au matin qui voulait absolument pas devoir être délocalisée à Toulouse et en même temps qui voulait pas en parler. Ça. Et donc là, j'ai plus travaillé avec elle l'enjeu de ne pas partager l'info. Je voulais juste préciser que cette idée cette question du signalement ne doit pas nous bloquer ou hanter tellement de rester dans l'inaction. C'est-à-dire, donc là, je voulais juste venir là-dessus. Donc, et également, donc, ça dépend toujours de la qualité de l'information ou des témoignages qu'on reçoit. L'OCAJU reçoit des enfants, des jeunes, des témoignages, et qui font des témoignages. Et voilà, dans une première étape, on ne fait pas un dossier, on n'ouvre pas un dossier. Respectivement, on ne fait pas toute la démarche. Et puis, après quelques mois, après peut-être une année, le jeune ou des membres de famille reviennent pour demander de déclencher la procédure de réclamation. Donc il faut
parfois donner du temps au temps. Wow, ça aurait été une belle conclusion de la journée. Dans les vidéos que je vous recommande, et encore une fois, Lorraine Filion, elle disait que quelqu'un lui avait dit, écoute, c'est paradoxal parce que tu fais un métier qui fait tout pour te détruire toi-même. Enfin, le métier qu'elle fait, parce que la médiation fait en sorte que ce monde soit un peu mieux et qu'avec une finalité qu'on n'ait plus besoin de la médiation en fin de compte. Alors, comme c'est la semaine mondiale de la médiation, je voudrais que tout un chacun de vous exprime un vœu en espérant qu'il soit exaucé. Je vous surprends un petit peu là, mais bon, ça peut être un vœu, ça peut être aussi une vision, qu'elle soit limitée au Luxembourg, qu'elle soit de façon plus générale. Alors Paul, c'est difficile peut-être, mais quel serait ce vœu? Oui, moi c'est plutôt, quand on t'a parlé de Lorraine Filion, c'est quelque chose qu'elle disait souvent en formation, c'est arrosons les fleurs et pas les mauvaises herbes. Oui, belle image aussi. Oui. Mon vœu serait que des moments d'échange aujourd'hui, d'interdisciplinarité et de réflexion autour de la médiation, un grand M, puisse continuer. Benoît? J'avais envie d'être complètement utopiste, mais je ne sais pas si ça s'y prête ici. Mais donc je vais peut-être d'abord dans un premier temps dire qu'effectivement notre société adulte soit capable d'intégrer une approche un peu différente de la résolution des conflits. On sait quel mal on se donne et quelle énergie on met dans entretenir et continuer des conflits à beaucoup de niveaux. Mais si on mettait la même énergie positive à essayer de les résoudre, ce serait quand même pas mal. Et je vais quand même me lancer dans l'utopie. Je pense qu'on est encore dans un monde où la notion enfant est une notion, une valeur qui est extrêmement négligée. Alors, effectivement, dans nos sociétés, on y prête beaucoup attention et on en parle plus. Peut-être pas toujours de la manière parfaitement adéquate, et donc on doit continuer à s'interroger. Mais si on regarde mondialement l'état des lieux de toutes ces situations absolument dramatiques et horribles, et donc voilà, nous qui avons la chance peut-être de vivre dans des sociétés qui ont plus de moyens ou de capacités de pouvoir répondre à ces genres de problématiques, mettons aussi de l'énergie pour ces autres enfants. L'actualité nous montre tous les jours qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes à résoudre et que les tensions, qu'elles soient mondiales, qu'elles soient locales, etc., génèrent des conflits dont les enfants sont les victimes. Qu'on le veuille ou non, ils sont les premières victimes. Et donc, voilà, là, je suis dans l'utopie complète, mais pour moi, c'est un peu partie de ce qui me motive à continuer à agir parce que je ne peux pas rester indifférent par rapport à toutes ces situations-là. Merci. Marguerite? Moi, mon vœu, on approche la fin de l'année, donc mon vœu, ce serait d'ici 15 ans, la parole de l'enfant et des jeunes soit la bienvenue, que les enfants se sentent considérés et pris au sérieux par des adultes suffisamment ouverts et dans des lieux suffisamment protégés pour que cette parole puisse être exprimée et écoutée. Je voulais ajouter encore une nuance. Bon, il faut se rendre compte que les droits de l'enfant ne sont pas un acquis et qu'il faut les apprendre au jour le jour, il faut les approfondir, les réapprendre, les adultes d'abord et les enfants de toute manière, et que donc c'est un défi qui continue cela nous unit quand même ensemble dans ce défi pour concrétiser également les concepts les plus abstraits et les plus creux, que ce soit quand même, j'espère que, et ça c'est vraiment mon espoir, ma conviction que les droits de l'enfant sont une base sur laquelle nous pouvons approfondir l'échange interprofessionnel et mieux tenir compte de la parole de l'enfant dans toutes les procédures dans lesquelles des enfants ont leur droit à la parole.
Voilà, l'enfant aime applaudir, alors j'aimerais bien que vous les applaudissiez tous les 5. Merci beaucoup d'avoir participé à ce panel. Fort intéressant. On aurait pu continuer encore des heures. Merci aussi à AM6 pour la retransmission et bien sûr, tout le contenu est disponible sur YouTube. Je voudrais quand même donner la parole aux organisateurs, déjà parce que c'est une première, déjà ils ont entendu beaucoup de choses. Yann, Lise, merci de monter sur scène pour peut-être, voilà, déjà, je pense, remercier pas mal de gens qui ont contribué à cet événement et aussi de conclure à votre manière. Je vais prendre celui-là. Oui. Je passe devant toi, Yann, excuse-moi. Oui, donc, à vous déjà, merci. Vraiment, c'était très, très, très intéressant. Et à vous aussi, merci. Et j'espère que vraiment, c'était le début d'un, comme je disais tout à l'heure, d'un réseau, je pense, où j'espère que cela a vraiment attisé un petit peu votre curiosité et qu'on réussisse peut-être de se revoir d'ici un an, plus nombreux, et de se poser encore d'autres questions autour de la place de l'enfant, que ce soit dans la médiation ou sinon tout simplement dans sa petite vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme Bi, je souhaite également de continuer de tels débats, des débats comme on les a menés aujourd'hui, pour approfondir l'utilisation de cet outil. Si ça vous a plu, je vous invite à aller sur alma-mediation.lu pour voir les autres événements que nous avons prévus cette semaine. Nous avons mis l'accent à côté d'un tel concept conférence table ronde sur d'autres formations très très intéressantes qui continueront demain et au courant de la semaine. Sinon, nous sommes aussi à votre disposition pour approfondir l'idée de la médiation, savoir comment on peut s'engager dans le domaine, notamment à travers d'un événement, d'un concept After Work Mediation, qui peut être aussi un format pour tous ceux qui souhaitent se rapprocher aussi d'une autre façon du paysage de la médiation au Luxembourg, sur lequel on a eu un regard à travers la thématique l'enfant. Et je veux quand même encore une fois remercier le médiateur scolaire pour cette journée, pour cet énorme travail d'avoir mis à disposition ça, et je souhaite encore une fois t'applaudir, chère Lise. Alors, avant d'applaudir, excusez-moi, il faut que je dise merci à mon équipe parce que j'ai vraiment une équipe qui est plus qu'exceptionnelle. Ils sont assis très timidement là-bas au bout et un grand merci à vous. Voilà, vous pouvez y aller. Voilà, au nom de vous tous, merci pour avoir assisté à ce premier colloque et il est 16h46. On offre 14 minutes à Bi à consacrer à son enfant et à nous tous qui ont des enfants, 14 minutes de discours en plus ce soir pour régler les problèmes. Merci, bonne soirée à tous.